Voilà, tout est prêt. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Bonsoir Christian, Bonsoir à tous, bonsoir. merci d'être avec nous. Alors, écoutez, si vous pouvez me faire un petit retour pour me dire si vous nous entendez, si vous nous voyez. Bonsoir Floriane, bonsoir Annie, Florence, Cécile, Sandy, Top, Kat, Jack, je crois reconnaître une équipe de Discord. Cécile, Peggy, Françoise. Alors, je n'ai pas toujours votre retour. Si. Alors, il y a Sandy qui me dit qu'il est ravi que je t'ai invité. Et oui. Gentil. Ça commence bien. Donc, ce soir, Christian va nous présenter donc une conférence sur l'enfant intérieur et la mission de vie. Voilà. Et vous verrez que les deux, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre ce soir que les deux sont liés. Et donc, il y aura des ateliers sur ces deux sujets, deux ateliers. Un le mardi 28 avril et un autre le jeudi 30 avril, au prix de 69 €. Alors, qui est Christian? Bon, peut-être que Christian, tu pourras toi-même te présenter un petit peu. Hein. J'ai fait d'autres conférences avec toi où on a un petit peu plus, on s'est plus étendu sur le sujet. On va peut-être pas le refaire à chaque fois. Mais en 3 mots, donc Christian a exercé pendant 20 ans dans des fonctions commerciales et marketing au sein de groupes internationaux. Il est depuis 10 ans thérapeute, enseignant Lao Chi, Reiki, hypnothérapeute, ainsi qu'auteur, conférencier et formateur au sein de l'association Actizen. Alors, j'entends un écho. Oui. Pourtant, tu as mis tes écouteurs. Oui. Toujours l'écho. Bon, on va voir. Dis-moi. Voilà. Donc, si tu veux rajouter, parce que bon, c'est vraiment succinct, hein, la présentation, peut-être qu'est-ce qui t'a mené à ce chemin spirituel? Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été qu'un long cheminement depuis toujours? Ou est-ce qu'il y a eu un tournant radical? Alors, pour ma part, donc oui, effectivement, donc je me présente, Christian Calafate. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui, on peut même dire un petit coup de tonnerre, en fait, dans ma vie. Et ça a commencé lorsque j'avais 2-3 ans, où je me suis rappelé, mais bien des années plus tard, que j'avais vu des visages qui se promenaient un peu dans l'air et qui me terrifiaient. Donc ça c'est la première mémoire que j'ai de l'enfance, de la petite enfance, où je me cachais sous la table et j'hurlais parce que je voyais des visages qui flottaient au-dessus des gens. Mais ça, je devais avoir 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, plus de souvenirs de ce type-là et de nouveau, je dirais une connexion très particulière lors de mes 10-11 ans, où là, j'ai carrément entendu des voix, donc là, c'était la panique et j'ai prié, comme je savais prier en tant qu'enfant, pour que ces voix s'arrêtent et elles se sont arrêtées. Mais là encore, aucune connaissance particulière, rien dans ma famille, rien dans mon entourage, donc j'avais juste, le sentiment d'être devenu, voilà, le réceptacle de milliers de voix que je ne comprenais pas, donc j'étais totalement paniqué et ça s'est arrêté de nouveau. L'adolescence est passée, donc bien sûr hypersensibilité, difficulté, d'intégration, de connexion, de compréhension par rapport à une société agressive, très égotique, très égoïste. Donc tout ça, ça me faisait souffrir quand j'étais enfant et adolescent. Ensuite, la vie d'adulte est arrivée. Là, j'ai tout fait pour me conformer à ce qu'on attendait de moi, donc j'ai fait des études, j'ai travaillé dans des fonctions marketing dans des grandes entreprises. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé. Tout ça, je le relate dans le dernier livre que j'ai écrit sur Accueillez votre intuition. Mais en fait, tout s'est arrêté quand la vie a décidé que ça s'arrête. Donc en fait, j'ai décidé de rien. Voilà. La spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours été en moi, comme en chacun de nous,
mais je n'ai jamais rien fait pour la déclencher. Elle s'est déclenchée au bon moment quand, elle estimait que j'étais prêt, je dirais à accueillir et de manière très progressive. Alors d'abord par la peur, ce qui m'a permis d'apprendre d'autres choses, puis ensuite quand la maturation est venue, la peur est partie et là j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles, j'ai appris beaucoup de techniques, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai compris, petit à petit, qu'en fait j'étais dans une sorte de mission de vie, d'un cheminement personnel que je n'avais pas choisi de manière consciente, mais que j'avais choisi de manière inconsciente. Et c'est toute cette vie passée, ces 50 années de vie passée, m'ont permis de faire émerger de mon inconscient, en fait, la logique sous-jacente de tous ces événements qui, a priori, n'avaient aucun sens pour moi au départ. Pour en arriver donc là aujourd'hui. Alors, pour en arriver aujourd'hui à, je dirais, un premier constat, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le sentiment d'avoir retrouvé un centre et ça l'enfant intérieur, mon enfant intérieur m'y a aidé, il continue à m'aider là-dessus, donc avoir retrouvé cette harmonie et après avoir travaillé d'autres archétypes que j'aborderai tout à l'heure, avoir trouvé une sérénité. Voilà. Et comme on l'a déjà vu dans les autres conférences, j'ai eu à vivre des expériences spirituelles, mais cette fois en conscience, en parfaite acceptation et dans lesquelles on m'a transmis énormément d'informations sur mon propre parcours de vie et du coup aujourd'hui, bah, comme je te le disais, dans cette période voilà, de de résidence obligatoire, eh bien, je ne ressens aucune frustration, aucun mal-être, je suis heureux de ne rien faire et je ne m'imaginais surtout pas refaire une conférence, sur internet et voilà, bah, ton appel, je l'ai accepté, je l'ai entendu, je me suis dit: «Bon quand même, tu vas pas rester dans ta Merci. grotte, même si tout va bien, voilà, fais quand même ce petit geste-là pour Anne» et je suis très heureux en fait de le faire et de faire les 2 ateliers qui viennent. Mais j'aurais tout aussi bien pu ne rien faire et ça pendant je sais pas combien de mois jusqu'à ce que l'univers me dise: «Ben, allez coco, tu as pas fini, il y a encore du boulot». Voilà. Ouais. Et bah, justement, Christian, tu peux peut-être nous dire, un mot sur, la période, qu'on vit. Enfin, tu nous en as dit là, 3 par rapport, au fait que toi, tu te sens bien, mais enfin, comment tu analyses cela? Comment tu perçois, La ce que période que l'on l'on vit vit, alors alors ce que les gens appellent un confinement, ce qui n'est pas vraiment un confinement, hein, on est plutôt, contraints de rester chez nous, pour nous protéger. Moi je considère que c'est, la continuation ou la continuité logique de cette période d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation que nous vivons depuis 2012. Donc en fait, nous sommes dans une prolongation, une extension de ce domaine de la révélation. Pourquoi je dis ça? En fait, si vous regardez bien cette période, et c'est très amusant comment l'univers a un humour et une intelligence phénoménale, nous sommes dans une période où les masques tombent. Les masques de la manipulation, de l'hypocrisie, de la violence, je dirais de l'emprisonnement mental, du conditionnement, de la propagande tous azimuts. Eh bien, c'est le moment de la révélation et tous ces faux masques, hem, toutes ces, cette manipulation qu'on peut voir autour de nous, cette propagande, eh bien, elle correspond en fait à la continuation de cette ère de révélation dans laquelle nous sommes engagés depuis la précession des équinoxes, donc depuis à peu près les années 80, et ça s'est accéléré à partir de 2010, 2012, etc. Donc, bas les masques. On est là. donc voilà, les masques tombent, Oui, collectivement et oui, individuellement. dans nos familles, au travail, politiquement, socialement, au niveau religieux, tous les faux semblants sont en train de tomber les uns derrière les autres. Et comme l'univers est plein d'amour, eh bien, il nous a mis dans nos demeures pour que nous prenions le temps d'intégrer ça. Et Voilà. ça peut être justement comme toi tu dis que tu le vis très bien, mais Ah oui, mais pour mais pour d'autres, ça peut être aussi, une catastrophe. une catastrophe parce que Oui. pensons par exemple aussi aux commerçants, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'eux, tous Mmh. les indépendants et Ouais. cetera qui se retrouvent, et bah, qui n'ont pas de quoi vivre, bon Oui, je veux dire, ça a des d'ailleurs impacts. voilà, Oui. on entend très peu parler, enfin moi de ce que je vois, on entend énormément, alors énormément d'infos contradictoires. C'est incroyable et ça Oui. d'ailleurs, c'est le propre
aussi de la manipulation. Et oui. Quand on est face à un manipulateur, c'est quelqu'un qui envoie des infos totalement contradictoires. On est en face, on a l'esprit totalement embrouillé, on ne sait plus où on en est. On Et appelle c'est ça la vrai, confusion. c'est ça. Et le Alors, pouvoir se nourrit de confusion. voilà, exactement. Donc c'est vraiment extérieurement, je dois dire que c'est ce que l'on vit. Bon, Oui, après, intérieurement, oui, évidemment, tout dépend de son cheminement. Là, oui. c'est chacun vit ça par rapport à sa conscience propre, son cheminement, etc. Mmh. Et l'enfant Voilà. intérieur est justement le pivot de cette santé psychique, émotionnelle et spirituelle qu'il va nous falloir découvrir et idéalement, nourrir et arroser comme un jardin. Notre enfant intérieur, c'est cette part de nous qui dit la vérité en nous, qui Oui, mais connaît la alors vérité. comment, heu, voilà, parce que dire notre enfant intérieur, nous tous qui sommes là, nous le savons, Mmh, notre enfant intérieur connaît, notre vérité. oui. Mais cet enfant intérieur, alors d'abord, comment le définir? Est-ce que l'enfant intérieur, c'est l'enfant retrouver l'enfant qu'on a été, Mmh. petit? Mmh mh. Ou est-ce que l'enfant intérieur est aussi en connexion avec notre âme? Enfin, qu'est-ce que l'enfant Alors, intérieur? c'est tout le sujet effectivement de la conférence, donc je te remercie de me lancer. Et donc nous allons pouvoir aborder ce sujet. Alors ne m'en veuillez pas, je vais faire un peu le présentateur en lisant mon petit prompteur, mais je voulais vraiment vous donner un maximum d'informations pour que cette conférence vous nourrisse, bien sûr sur un plan conscient, mais aussi sur un plan inconscient, et tous ceux qui me connaissent savent que je travaille toujours sur plusieurs niveaux, de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs, puisque je suis comme vous, un être humain avec sa propre sensibilité, et nous vibrons, nous rayonnons à plusieurs niveaux. Donc je vais simplement lire le texte que j'ai préparé, et bien sûr il y aura un espace pour que vous puissiez poser vos questions à Anne, et si j'ai un élément de réponse, je vous le donnerai, sinon je vous renverrai, je dirais, à votre guide interne, donc soit votre enfant intérieur, soit votre guide externe, un enseignant, un accompagnant, un thérapeute ou simplement un guide spirituel, si vous avez la chance d'en avoir un. Donc voilà, Anne, si tu es OK, on va démarrer, et j'aborderai donc l'enfant intérieur dans un premier temps, et ensuite je ferai une pause, question, et ensuite j'aborderai la mission de vie et peut-être un petit peu la mission d'âme. Voilà, est-ce que ça te convient? Oui? Allô, allô? Voilà. Oui, Oui, c'est bon, oui, Anne? très bien. Tu as c'est OK pour toi? OK. Allez, donc on est parti pour cette conférence, donc de l'enfant intérieur et de la mission de vie que j'ai souhaité associer, parce que les 2 me semblent fondamentalement liés, et j'espère vous en faire la démonstration qui suit dans les minutes qui suivent. Donc l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? Alors, avant tout, donc, c'est un concept de la psychologie humaniste. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà connecté, voire soigné cette partie enfantine qui vit en nous. Ça signifie que nous avons été enfants bien avant que d'être adultes, bien évidemment, et que nous gardons mémoire de cette période de notre enfance, jusqu'à un certain niveau, puisque nous avons ce qu'on appelle chez nous une boîte noire, qui commence avec la conception et qui va durer jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Et pendant ces 2 années et 9 mois, eh bien, nous ne savons absolument pas ce qui s'est passé en nous et autour de nous. Donc cette fameuse boîte noire fait partie de l'approche de l'hypnose humaniste, et nous le verrons tout à l'heure. Donc, dans le cadre de la conférence, donc je vais aborder le sujet de l'enfant intérieur sous un angle donc davantage thérapeutique, et plus précisément en m'appuyant sur mon expérience d'accompagnant, puisque je reçois, en tout cas je recevais avant cette mise en résidence, mes clients dans mon cabinet à Paris et à Aix-en-Provence. Je continue à travailler un petit peu bien sûr par téléphone, mais ça n'a plus rien à voir bien sûr avec ma vie d'avant. Donc, euh, donc voilà, en m'appuyant sur mon expérience d'accompagnant, en hypnose humaniste. Ça, c'est important. Je pratique l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste et l'hypnose spirituelle. Alors, avant de rentrer dans la partie anecdotique de ma pratique, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon de l'histoire de ce concept que l'on nomme l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors, on en découvre les premiers aspects dans les écrits du psychiatre Carl Gustav Jung dans les années 40. Donc, en effet, le célèbre psychiatre utilisa les mythes de nombreuses cultures pour isoler le concept d'enfant Dieu. Cet enfant Dieu qui surmonte
de douloureuses épreuves afin de devenir le héros de sa vie. Et donc l'adulte, heu, je dirais, assumé, équilibré, qu'il deviendra plus tard. Donc Carl Gustav Jung a compris que notre petite enfance était aussi construite par ses mythes, ses contes et ses légendes, et qu'une part de l'enfant s'associe, s'identifie à ses héros. Donc cet élément est important car c'est quelque chose qui va nourrir ce qu'on appelle la pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, c'est celle qui nous donne l'énergie et la force de survivre, de combattre, d'apprendre, de se relever après chaque chute et de grandir. Donc, ce concept, en fait, il l'a appelé individuation. L'individuation met en lumière la construction individuelle de chacun, basée sur ces nombreux archétypes présents dans les contes et légendes de notre inconscient collectif et familial. Donc il faut bien comprendre que tout commence dans la famille, mais pas seulement. Il y a aussi le transgénérationnel, il y a la religion et bien d'autres éléments qui construisent notre enfant intérieur. Carl Gustav Jung insiste sur l'importance des symboles dans la construction de notre moi archétypal, qui devient de fait une construction totalement dépendante de tous les environnements que nous allons côtoyer dans notre petite vie d'enfant. Les frères, les sœurs, les enfants à la crèche, à l'école, les représentations d'enfants dans les journaux, les bandes dessinées, dans les dessins animés, dans les films, tout ça contribue à construire cet archétype de l'enfant intérieur. Et ça au sens large. Ensuite, il faudra attendre les années 60. Là, nous avons un psychologue américain qui s'appelle Eric Berne, qui va développer la notion de scission du psychisme humain. Donc nous sommes construits en plusieurs parties. Et donc le mental émotionnel n'est pas constitué d'un seul bloc, il est constitué de plusieurs parties. Il va donc subdiviser notre mental émotionnel en 3 parties. La première partie, il va l'appeler la partie parent. Donc c'est celle qui établit les règles, les lois, les limites et le fameux surmoi des psychanalystes freudiens. Et donc cette partie-là, elle est gérée par la partie néolimbique de notre cerveau. Je rappelle que le néolimbique, c'est la partie grégaire, celle qui permet d'établir les lois, les règles de vie en communauté. Et bien sûr, la première communauté de vie, c'est bien sûr la famille, le clan, le village, la ville, la communauté de nations, etc., etc. Donc cette partie néolimbique, elle gère tous nos apprentissages et toutes nos connaissances. Ensuite, il a découvert ce qu'on appelle, donc ce qu'il a appelé la partie adulte. Donc cette partie adulte, c'est celle qui pense, s'adapte et agit pour résoudre des problèmes. Donc c'est la partie, je dirais, opérative du cerveau. C'est ce que les Freudiens appelaient l'idéal du moi, à partir de 1932. Donc sur le plan des neurosciences, on a découvert que cette partie agissante, intelligente, est plutôt cantonnée au niveau du cortex préfrontal, ce que les spiritualistes appellent le troisième œil, celle qui est capable d'abstraction, d'imaginer et d'anticiper le réel. Voilà, donc c'est une partie vraiment très très intéressante et c'est vers ce cortex préfrontal que l'on va de préférence se connecter en hypnose, mais pas seulement, en sophrologie, en méditation et autres, pour trouver le meilleur de nous-mêmes et peut-être même canaliser, intuiter des solutions auxquelles notre petit mental conditionné ne serait pas parvenu. Et enfin, la dernière notion que Eric Berne nous a transmise, c'est la notion d'enfant intérieur. Donc, l'analyse transactionnelle fait état de ces 3 niveaux de conscience, ces 3 morceaux du moi, l'adulte, le parent et l'enfant intérieur. Mais dans le cas d'Eric Berne, l'enfant intérieur était considéré plutôt sur un plan infantile. C'était vraiment le petit enfant que nous étions et pas cet enfant archétypal qui a été dessiné dans les années 40 par le psychiatre Carl Gustav Jung. Chez les Freudiens, on retrouve cette notion de l'enfant intérieur dans la notion du ça. Alors pourquoi le ça? Parce que c'est la partie de nous qui réagit. C'est notre partie émotionnelle, sensitive. Donc là, au niveau des neurosciences, on va plutôt parler de la partie limbique, la partie qui, sur la base d'une sensation physique, va échafauder un discours intérieur, un climat mental qui va générer une émotion. Et si l'émotion devient répétitive, ça devient un sentiment.
Si le sentiment devient répétitif, ça peut devenir une peur, une valeur, une croyance ou une blessure. Et en fait, ces différents compartiments constituent la zone de stockage de notre moi. Et cette zone de stockage, nous allons, eh bien, la mettre quelque part dans notre inconscient, d'abord dans notre subconscient, puis plus profondément dans notre inconscient, et elle va rester là, inchangée, jusqu'à ce qu'une intervention interne ou externe vienne modifier notre rapport à ce souvenir, cette blessure, cette croyance, ou cette valeur, ou cette peur. D'où le rôle de l'accompagnant lorsque on estime à un moment dans notre vie que l'on est totalement débordé par notre inconscient émotionnel. Donc, si ces trois parties collaborent quotidiennement à notre vécu subjectif, il faut bien constater qu'elles ne se connaissent pas vraiment, voire pas du tout, au même titre que nos différents territoires mentaux ne se connaissent pas davantage. Chacun agit au meilleur de sa programmation, ce qui peut créer quand même pas mal d'ennuis dans la vie de tous les jours et des conflits intérieurs que vous connaissez aussi bien que moi, qui créent donc de l'anxiété, puisqu'on n'a pas résolu le problème externe, eh bien le problème devient interne, et se répétant, eh bien nous allons trouver du stress, puis du stress chronique, de l'anxiété, et enfin ça peut bien sûr déboucher sur un burn-out, une dépression, etc. Donc c'est simplement le fait que les différentes parties en nous n'ont pas réussi à s'entendre, elles ne sont pas harmonieuses. Donc, à travers ces échanges intérieurs complexes, eh bien naissent tous ces états anxieux. Et en ce moment, malheureusement, ils sont suractivés par l'environnement que nous subissons. Pas pour longtemps, mais en tout cas pour l'instant, nous sommes dedans. Et donc, nous n'avons pas trouvé de situation satisfaisante pour nous en extraire. Alors, certains y sont arrivés, hein, je vous rassure, par l'écriture, la créativité, le fait de prendre plus de temps dans l'échange avec leur entourage. Donc, le maître mot, je dirais, une des clés de sortie de cet état anxieux, c'est justement d'agir, créer, se renouveler, se remettre en question, prendre le temps de se reposer, voir la vie différemment, se reconnecter à la nature. Il y a énormément de clés qui nous permettent justement de nous libérer de nos états anxieux internes et de libérer une partie de cet enfant intérieur qui se retrouve comme enfermé dans une double prison. Une prison environnementale et une prison émotionnelle. Si nous allons plus loin dans l'histoire, nous nous rendons compte que dans les années 80, un couple de thérapeutes américains, Hal et Sidra Stone, découvrent ce qu'ils appellent les sous-personnalités. Donc avec Eric Berne, nous avons découvert le parent, l'adulte et l'enfant intérieur. Et bien avec ce couple de thérapeutes, on va découvrir des sous-personnalités, des parties de nous qui vont porter des masques, qui vont jouer des jeux de rôle pour s'adapter. Donc en effet, chacune des parties de l'analyse transactionnelle que nous avons vue va se subdiviser en sous-personnalités. Et celles-ci vont définir de quelle manière l'adulte incomplet que nous sommes va s'intégrer socialement, émotionnellement, ou pas. Car il faut bien comprendre qu'il y a aussi des échecs, des renoncements et des adultes qui décident de ne pas s'intégrer et qui décident donc de rester dans leur monde intérieur. Ça peut commencer dès l'enfance, ça s'appelle l'autisme, ça peut se déclencher plus tard, ça s'appelle la folie, ça s'appelle, je dirais, des bouffées délirantes, des crises de paranoïa. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses, mais en général, c'est juste une tentative de notre psychisme de se protéger d'une agression réelle ou supposée face à un environnement qu'il ne maîtrise plus, interne ou externe, bien sûr. Donc, il faut garder donc à l'esprit que bien souvent, ces constructions de survie, donc de l'ego, deviennent aussi notre prison mentale et notre zone de souffrance. Alors, ce qui est assez étonnant quand on est accompagnant, c'est de se rendre compte que nous nous adaptons très bien à cette zone de souffrance, paradoxalement, qu'elle est devenue au fil des années notre zone de confort. Et donc, parfois, je rencontre des clients qui n'ont absolument aucune conscience de leur souffrance. Ils viennent parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils consultent. Ils viennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux ou que des choses n'aboutissent pas dans leur vie, mais ils n'ont pas toujours conscience que ça vient de cette blessure de l'enfant intérieur, la blessure principale, et que c'est elle qui rémane, qui rayonne en eux et qui les empêche d'obtenir ce qu'ils veulent, à savoir le bien-être, la sérénité et enfin le bonheur. C'est comme si quelque part, une part d'eux s'était éteinte il y a très longtemps de ça et qu'il restait une sorte de brasier, de
tout petit brasier, et ce petit brasier qui luit encore dans la nuit intérieure, c'est justement l'enfant intérieur qui demande à exister pleinement. Donc l'idée défendue par ce couple de thérapeutes consistera à faire dialoguer nos différentes sous-personnalités. Alors, on peut en citer quelques-unes des sous-personnalités qui ont été identifiées par ce couple. Nous avons par exemple le féminin intérieur, avec sa part sombre qu'on appelle le féminin intérieur blessé. Nous avons bien sûr le masculin, le critique, nous avons le sage, nous avons le tyran et bien d'autres sous-personnalités. Quand ces sous-personnalités ne sont pas maîtrisées par notre psychisme, on peut basculer vers ce qu'on appelle la multipersonnalité. Vous avez des gens qui vivent plusieurs personnalités en même temps, car ils n'ont pas réussi, je dirais, à gérer, à faire des choix en interne d'une personnalité dominante. Donc ces gens-là, bien sûr, souffrent d'une grande difficulté d'adaptation sociale parce qu'ils ont plusieurs personnalités qui sont des personnalités réelles et sincères. Donc quand ils sont enfants, ils sont vraiment enfants. Ils se ressentent comme un enfant. S'ils sont adultes, s'ils sont un homme, ils se vivent comme un homme, même dans le corps d'une femme. C'est très étonnant. Ça, je vous invite à aller sur Internet si ça vous intéresse. Les multipersonnalités, justement, mettent en lumière ces sous-personnalités. Donc dans mon métier d'accompagnant, je constate effectivement fréquemment qu'une sous-personnalité domine souvent les autres. Et c'est celle-là qui vient à ma rencontre et qui me raconte son histoire. Ça n'est pas l'histoire de la personne, ce n'est même pas l'histoire de son enfant intérieur. C'est une narration liée à cette sous-personnalité qui vient me voir. Et tout mon travail de détective consiste justement à retourner à la racine de cette sous-personnalité qui me ramène quasiment à chaque fois à l'enfant intérieur blessé. Donc bien évidemment, est-ce qu'on peut être heureux sans enfant intérieur, sans en prendre conscience, sans même s'en occuper? Alors la réponse est oui et non. On peut vivre une vie de joie, de plaisir, de réussite sociale et ne jamais être heureux. Et on peut vivre une vie sans aucune réussite sociale et être totalement heureux. L'enfant intérieur n'est pas une nécessité absolue en termes de prise de conscience. Il est un levier, un tremplin de vie qui peut nous emmener vers ce qu'on appelle le bonheur, c'est-à-dire ce point d'harmonie, ce point d'équilibre qui ne dit qu'une chose finalement. Nous avons pacifié toutes nos sous-personnalités. Nous avons reconstruit cette identité profonde qui a été meurtrie dans notre passé et nous l'assumons telle qu'elle est. C'est un peu ça pour moi la définition du bonheur. C'est juste trouver cette congruence, cet état interne qui se reflète de manière externe et qui n'a besoin ni de stimulation externe, ni de compliments, ni de réussite pour être parfaitement harmonieuse et heureuse. Donc l'enfant intérieur est pour moi un accélérateur de bonheur pour peu que l'on ait conscience que cet enfant intérieur existe en nous et qu'il a besoin de nous, qu'il nous attend. Et que tant que l'on ne va pas le chercher, il n'y a aucune raison qu'il change. Il est cristallisé dans sa souffrance. Et c'est le rôle de l'adulte, quand il prend conscience de cette souffrance, que d'aller à sa rencontre, seul ou accompagné, pour libérer son enfant intérieur. Et vous verrez, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêt à le faire. Alors, pour ma part, donc, j'ai découvert ce concept dans les années 2000 à travers donc, le psychologue John Bradshaw et un peu plus tard grâce à Olivier Lequert et Patricia D'Angeli, son épouse. Donc cette notion d'enfant intérieur, donc comme je vous l'ai dit, a été clarifiée, décomposée en plusieurs sous-personnalités et comme je vous l'ai dit, ces sous-personnalités peuvent être très étanches les unes par rapport aux autres, donc s'ignorer royalement. Donc en fait, John Bradshaw est arrivé à un constat, une synthèse, et il a considéré que malgré ces sous-personnalités, il y avait de toute façon un enfant naturel ou un enfant idéal, comme disent les psychanalystes, et que cet enfant naturel et idéal possède une partie blessée. Donc en clair, il n'est pas nécessaire de guérir notre enfant intérieur naturel ou idéal, mais bien la partie blessée. Il n'y a pas tout à recomposer, il n'y a pas à reprogrammer, il y a juste à permettre à cette partie d'enfant en nous d'exposer sa blessure à la lumière de l'amour qu'on souhaite lui donner. Et c'est ça qui crée la guérison. C'est simplement cet éclairage, cette clarification de sa blessure. Donc on retrouvera cette précision dans l'hypnose humaniste,
donc suggérée par Olivier Lequert et Patricia D'Angeli. Et je pratique moi cette approche d'hypnose humaniste depuis maintenant plus de 9 ans, donc et j'ai des résultats tout à fait surprenants, et assez rapides, paradoxalement. On est vraiment dans la thérapie brève et je vous raconterai quelques anecdotes tout à l'heure, de rencontres avec des enfants intérieurs blessés et de guérisons extraordinaires. Donc pour l'instant, je vais évoquer les différentes, parties traitées dans ce processus qu'on appelle la guérison de l'enfant intérieur et pour que vous puissiez avoir plus d'éléments, je vais vous citer quelques exemples d'enfants intérieurs blessés. Peut-être que certains feront écho avec vous. Si c'est le cas, eh bien, notez-le peut-être. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, je ferai en sorte d'y répondre si j'ai les réponses. Donc, description des enfants intérieurs blessés que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un accompagnement en hypnose humaniste. Ça n'est pas une liste exhaustive, mais là, vous aurez quelques exemples marquants. Donc on va commencer par le premier enfant intérieur blessé qu'on appelle l'enfant martyr. L'enfant martyr, c'est celui qui a subi de la maltraitance et paradoxalement, qui a fini par l'accepter inconsciemment, comme dans une illusion de reprise de contrôle. Plus tard, devenu adulte, l'enfant martyr devra se débrouiller avec cette immense colère en lui et il va chercher de nombreux moyens de défouler cette colère en lui. Ce sont souvent des moyens de destruction, malheureusement, soit d'autodestruction. Donc c'est là qu'on retrouve toutes les déviances, les dépendances aux psychotropes, aux drogues, aux alcools, à la nourriture, au travail, au sexe et je dirais à la violence aussi. Donc là, nous avons vraiment affaire à des enfants martyrs qui ont tellement accumulé de violence en eux qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de critiquer, de dévaloriser les autres, sans le faire exprès. Il n'y a pas à les condamner pour ça. Ils ne font que évacuer ce trop-plein comme un volcan évacue la lave qui est en lui. Ensuite, nous avons l'enfant meurtrier. Alors celui-ci souffre d'un manque de liberté. Donc même si souvent dans les faits, cet enfant meurtrier a été aimé par ses parents et souvent laissé libre, eh bien ça n'a eu aucun effet sur lui. Il n'a eu qu'une seule obsession durant toute son enfance, c'est celle de fuir, de trouver sa propre liberté et de ne jamais prendre en compte toute la liberté qu'on a pu lui offrir. Donc attention, l'enfant n'est pas rationnel, il n'est pas objectif. Il vit les choses de manière émotionnelle. Et même s'il vit dans un environnement protecteur, il peut se sentir totalement abandonné. Soit parce qu'il y a des frères et sœurs qu'il sent plus aimés que lui, soit parce qu'il estime que l'aîné a plus de liberté que lui. Et ça peut suffire à le mettre dans cet état de souffrance, que l'on retrouvera bien sûr dans l'enfant adulte qui n'acceptera aucune autorité, soit en devenant délinquant, soit en devenant chef d'entreprise, pour garder le maximum de liberté et de choix possible. On a aussi dans les enfants blessés ce qu'on appelle l'enfant manipulateur. Alors celui-ci, il va imiter son entourage en utilisant les mêmes outils de manipulation que son entourage. La séduction, la violence, les crises, le silence, il va bouder, enfin il va utiliser toute cette palette de manipulation parce qu'il se rend compte que ça fonctionne autour de lui. Et bien évidemment, dans cette phase d'évolution qui va l'amener à la vie d'adolescent puis d'adulte, il va garder cette part d'immaturité. Et il restera donc cet enfant manipulateur. Et si bien sûr la manipulation devient pathologique, eh bien on va avoir affaire à des sociopathes qui vont occuper des postes très importants dans nos sociétés, voire des postes politiques extrêmes, ou à des chefs d'entreprise qui vont effectivement avoir cette capacité sociopathique de ne pas rentrer en empathie avec les autres, donc de pouvoir appliquer des décisions terribles, parfois mortelles, sans ressentir aucune forme de culpabilité. Parce que pour eux, ils auront défendu l'intérêt général. Donc ces enfants manipulateurs sont dans une espèce d'immaturité affective et tant qu'on ne leur oppose pas une résistance, eh bien ils continuent. Tant que ça marche, je joue. Et c'est vraiment la difficulté que l'on peut rencontrer avec les adultes manipulateurs qui ont cet enfant manipulateur en eux, c'est que nous avons affaire à une équipe très soudée. Mais bien évidemment, l'hypnose nous permet de passer ces barrages pour retrouver l'enfant naturel et lui permettre de rayonner à nouveau. Et de permettre à cet enfant manipulateur de retrouver une sorte de réassurance qui lui donne enfin suffisamment confiance pour arrêter de se battre et de chercher à nuire aux autres et à lui-même. Enfin, nous avons
Alors, l'enfant affamé, c'est celui qui s'est senti rejeté et qui souffre, une fois adulte, ou même enfant ou adolescent, de crise de boulimie ou d'anorexie. Donc là, nous avons typiquement un enfant qui n'a pas été suffisamment nourri sur le plan affectif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les parents ne l'ont pas suffisamment aimé ou ne l'ont pas suffisamment témoigné d'amour. Mais lui, dans son ressenti, ça n'est pas suffisant. Ça n'a jamais été assez suffisant. Donc là encore, il va y avoir un travail de réassurance à faire pour que l'adulte finisse par s'aimer par lui-même. Et ça, c'est un vrai travail sur l'enfant intérieur blessé. Nous avons encore parfois dans nos cabinets des enfants qu'on appelle des enfants coffres. Alors, l'adulte vit dans le secret, adore les secrets, et tout simplement parce que son enfant intérieur détient lui aussi un secret familial, un secret généalogique, un secret physique, émotionnel, sentimental, financier. En tout cas, que ce secret soit réel ou totalement imaginaire, il est opératif dans le cœur de l'enfant blessé. Donc, on va retrouver plus tard un adulte qui va être totalement enseveli sous le poids de la loyauté familiale. Il va se sentir obligé de faire ceci, de faire cela, d'être parfait, de réagir, euh, d'être gentil, etc., etc. Tout simplement parce qu'il détient ce secret et qu'il se sent responsable et il se met en position de protecteur vis-à-vis de ses propres parents parfois parce qu'il a ce secret. Donc bien sûr, pour la plupart d'entre eux, ils vont rester longtemps dans le silence et le non-dit. Il faudra attendre une fracture de vie, une maladie, un divorce, un décès, un licenciement, pour que d'un seul coup, l'enfant intérieur blessé se manifeste en eux et crie sa colère, son désarroi, en disant: «Je ne veux plus porter ce secret. C'est fini, je n'en peux plus». Et c'est souvent l'occasion de burn-out, c'est l'occasion de syncope et d'autres événements comme ça, ou de crise cardiaque, qui nous obligent et qui alertent l'environnement et la famille sur cette personne souffrante et sur cet enfant intérieur blessé qui porte un lourd secret. Et enfin, je vais terminer avec un autre enfant intérieur blessé, bien sûr il y en a d'autres, hein, mais celui-ci est très intéressant parce qu'on l'appelle l'enfant tyran. Alors l'enfant tyran, comme son nom l'indique, il lutte pour le pouvoir. Bien sûr, une fois qu'il l'a, il en fait un très mauvais usage. C'est pour ça qu'on l'appelle l'enfant tyran. Et adulte, eh bien, il va avoir tendance soit à se saboter lui-même, soit à saboter les autres et leurs projets. Parce qu'il croit fondamentalement qu'il n'a ni le droit au bonheur, ni le droit à la réussite. Donc cet enfant tyran nous tyrannise quand il est en nous, et il tyrannise bien sûr notre environnement. Et bien évidemment, rappelez-vous, notre esprit a cette part de conscience qui voit les choses se déplacer en nous, les événements se faire, les actes s'accomplir, et qui a pour mission de nous réveiller, donc qui envoie des émotions, qui envoie des pensées, des intuitions, pour nous dire: «Hé, attention, il y a une part en toi tyrannique qui te fait souffrir et qui fait souffrir les autres. Il y a quelque chose là que tu peux apprendre dans cette vie, à travers cette souffrance et cet enfant tyrannique qui en toi veut absolument tout régenter, tout contrôler». Souvent, pour chacun de ces enfants intérieurs blessés, il y a une blessure principale qui est rattachée. Dans le cadre de l'enfant tyrannique, on parlera de la blessure de trahison, par exemple, puisqu'il y a souvent de l'hypercontrôle derrière. Mais il y a autant de blessures que d'enfants intérieurs blessés. Donc, comme je vous l'ai dit, l'enfant intérieur blessé porte la blessure principale. Une fois guéri, je vous expliquerai quel est le processus de guérison, il y a d'autres blessures, des blessures secondaires, tertiaires, quaternaires, etc. Des blessures qui ont besoin, elles aussi, d'être guéries. Et on les retrouvera dans les autres parties du moi, dans le féminin, intérieur blessé, dans le masculin, intérieur blessé, dans le critique, justement, qui porte cette part de tyrannie en nous, et enfin dans le sage, qui, bien qu'il soit sage, a quand même une blessure spirituelle à traiter. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif d'un accompagnement en hypnose humaniste consiste à parvenir à la guérison de l'enfant intérieur blessé en le réunifiant à son état naturel ou son état d'enfant idéal.
afin que sa créativité, son enthousiasme rayonnent de nouveau dans sa vie d'adulte. La guérison, quant à elle, s'obtient par le fait de faire grandir émotionnellement et, bien sûr, mentalement, l'enfant dans l'adulte et l'adulte dans sa vie. L'enfant intérieur est le gardien de notre vérité. Il veille à ce que nous restions autonomes, libres sur notre chemin de vie, en rejetant toute forme de manipulation, toute forme d'abus. Et il est la pure manifestation de joie, de l'enthousiasme en nous, du partage sincère et de la créativité qui ne demande qu'un espace pour s'épanouir. Il est donc notre boussole intérieure, et cette boussole, elle nous guide correctement vers notre mission de vie. Donc une fois guéri, celui-ci devient notre principal fournisseur d'intuition. Donc, pour ma part, il m'est arrivé de rencontrer en cabinet des enfants intérieurs très étranges, avec des formes symboliques très particulières. Une fois, je me rappelle, un de mes clients, sur le chemin de sa vie intérieure, à la recherche de son enfant intérieur blessé, trouve quelques morceaux éparses, blancs, de faïence. Je lui demande que font ces bouts de faïence sur son chemin de vie. Et là, progressivement, il rassemble ces morceaux de faïence et il constate que chacun de ces morceaux constitue une part de son enfant intérieur qui est en fait représentée par une poupée de faïence qui a été complètement fracturée. Donc, le travail en hypnose thérapeutique et humaniste a consisté pour lui à rassembler ces morceaux éparses. Dans un autre cas, j'ai eu effectivement à rencontrer, par l'intermédiaire c'était une cliente, je crois, un enfant intérieur mort. Oui. L'enfant intérieur de cette cliente était tout simplement mort. C'était un cadavre plongé dans une flaque d'eau sur le chemin de la vie. Je vous laisse imaginer la réaction émotionnelle, la peur aussi, le sursaut que ça a généré chez cette cliente. Mais néanmoins, elle a eu le courage et la force d'extraire ce petit cadavre. Et ensuite, je lui ai expliqué, je l'ai accompagné dans le processus de résurrection de son enfant intérieur qui était mort. Bien évidemment, pour chaque personne, la représentation symbolique de l'enfant intérieur blessé est différente. Voici 2 exemples, il y en a une infinité d'autres. Il y a aussi des enfants intérieurs qui n'ont aucune forme d'enfant, qui sont des couleurs. Ils peuvent être des espèces de brouillards sans forme distincte. Des fois, c'est un voile noir. Des fois, ce peut être une photo. Ce peut être aussi un petit animal symbolique. On a de temps en temps des doudous qui apparaissent dans la séance hypnotique. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de vérité en la matière. Nous apprenons en avançant avec le client et mon rôle à moi en tant qu'accompagnant, c'est de garantir, d'être le garant donc du processus de récupération de l'enfant intérieur blessé et bien sûr de sa résurrection, de sa guérison et enfin, et ça c'est le plus important, de la réintégration de sa lumière dans le cœur de la personne. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus beau moment quand je vois que physiquement, spirituellement, il y a une espèce de fusion qui s'établit et que la petite flamme intérieure de la personne se met à briller, scintiller, vibrer jusque dans son aura. C'est perceptible. Je le sens énergétiquement et je le sens même visuellement. C'est très impressionnant. Et bien évidemment, derrière, il se passe des choses. Lorsque l'enfant intérieur est guéri, eh bien la personne rentre chez elle et son enfant intérieur rayonne dans son environnement. Et donc là, nous assistons à une espèce de guérison systémique. Les enfants de la famille réagissent, les parents réagissent, l'environnement se met à réagir. Et quand je retrouve la personne quelques semaines plus tard pour travailler sur le féminin intérieur blessé, elle me raconte ce qui se passe. Et là, justement, je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment ému et beaucoup plu, tellement elle était extraordinaire de sincérité. Donc cette cliente qui ne croyait absolument pas en la guérison possible de son enfant intérieur, tellement elle a été martyrisée en tant que petite fille, violentée, etc., a quand même accepté de me faire confiance et nous avons travaillé ensemble durant une seule séance sur son enfant intérieur blessé. Toujours sceptique, tout au long de la séance,
qui a duré à peu près 1 heure. À la fin de la séance, elle m'a dit: «Écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais pour, heu, pour vous écouter, pour suivre le protocole, mais il y avait toujours une part de moi qui n'y croyait pas, qui ne voulait pas y croire, qui trouvait ça trop facile, trop magique, vraiment une colère qui s'opposait à une guérison rapide et immédiate». Je lui ai dit: «Écoutez, n'ayez aucune espèce d'inquiétude. Mon travail est de travailler il consiste à travailler dans un état de transe, donc dans un état de conscience modifié et rassurez-vous, votre corps m'a donné des signes de transe qui me permettent de vous dire que le travail s'est fait, même si vous n'en avez pas eu vraiment conscience». Bon, par politesse, elle m'a quand même réglé la consultation et elle est partie en me remerciant. 3 semaines après, je reçois son coup de fil et elle me dit: «Écoutez, il s'est passé des choses bizarres, heu, j'aimerais qu'on se revoie et j'aimerais qu'on poursuive le processus». Donc elle revient à mon cabinet et là, elle m'explique ce qui s'est passé. Le soir même, donc cette jeune femme est rentrée chez elle. Elle avait donc une fille, une petite fille et donc elle est partie chercher sa petite fille à l'école et comme d'habitude, dans sa routine, elle est partie faire son goûter et puis elle s'est installée, elle a posé le goûter sur la table et elle s'est installée sur le canapé. Et sa petite fille était âgée, je crois, de 3-4 ans, peut-être 5 ans maximum. Eh bien, elle a laissé son goûter, elle est partie rejoindre sa mère sur le canapé, et là, d'un seul coup, elle s'est posée devant elle, l'a regardée, mais très sérieusement, comme une adulte. Elle a pris sa petite main et elle a tapé sur le cœur de ma cliente. Elle lui a dit: «Coucou, ça va là-dedans?» Et là, ma cliente, elle a compris. Tout son corps s'est mis à vibrer. Son enfant intérieur était entré en communication avec sa petite fille. Bien sûr, ça l'a émue, d'après ce qu'elle m'a dit, et elle a compris en fait que tout ce que j'avais pu lui expliquer et tout ce qu'elle avait pu ressentir, eh bien, c'était du domaine du réel, du tangible. Et comme l'enfant intérieur est pure émotion, eh bien, elle a eu la chance d'avoir cette validation émotionnelle et ensuite nous avons pu continuer tout le processus. Donc voilà un des cas parmi les centaines que j'ai eu à traiter, mais qui m'a beaucoup ému parce que tout s'est fait sans intellect, sans, sans, je dirais, contrôle. Ça a été spontané. Et c'est sa petite fille qui est partie parler à son enfant intérieur guéri. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, bah, je vais laisser le soin à Anne de me les poser. Et ensuite, nous aborderons la mission de vie si vous voulez bien. Merci beaucoup Christian, c'était vraiment, fort intéressant. Alors, bah, pour vous, justement qui êtes là, qui nous écoutez, voilà, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas moi en t'écoutant, j'étais en train de prendre conscience justement de comment dire? On croit parfois avoir travaillé sur l'enfant intérieur. Moi, je sais que j'ai travaillé sur une blessure, par exemple, principale, dont vraiment j'ai l'impression de m'être débarrassée. Mais disons que là, actuellement, je sens qu'il y en a d'autres que j'ai pas vues. Enfin, C'est ça. et même en t'écoutant, comment te dire ça? Alors en t'écoutant, là, ça devient parce que comment dire, on n'est pas toujours on a vécu la plupart du temps sans être en contact avec ça. C'est-à-dire qu'on a pu complètement vivre sans être en contact avec certaines blessures. Mais là, Mhm. je pense qu'actuellement, comment dire, il y a plein de choses qui peuvent. C'est vrai, on vit une époque où tout, je veux dire, où tout remonte et on se dit, mais là, il y a quelque chose peut-être que j'ai pas été voir. Et c'est vrai que vraiment en t'écoutant, l'enfant intérieur, c'est la voie incontournable. Hein. C'est la base de la pyramide, de ce que j'appelle la pyramide identitaire. Voilà. Mais on peut avoir aussi plusieurs, parce que tu parlais de différents types d'enfants intérieurs, Oui, mais bien sûr. avoir peut-être plusieurs types d'enfants en soi. Alors, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une part dominante. C'est ça. Et Oui, c'est la oui. part dominante qu'on va traiter, puisqu'en fait, elle tient les autres. Mmh. Alors, il y a Nadia qui demande: «Est-ce que l'hypersensibilité, l'hyperémotivité vient de notre enfant intérieur?» En partie. Et c'est la partie la plus importante, mais comme vous l'avez compris, nous avons d'autres facettes dans notre identité. Ça peut venir aussi du féminin intérieur blessé, de la femme bafouée, non comprise, dévalorisée. Ça peut venir du masculin, qui a été trahi, qui a peur, qui est lâche. Ça peut venir du tyran, qui veut tout dominer parce qu'il ne domine pas le monde, qui ne se domine pas lui-même. Enfin, ça peut venir de beaucoup de facettes. Cette émotivité, elle peut être multifactorielle et elle peut venir de plusieurs facettes de nous. Ce que je sais dire, c'est que
dans ce travail d'hypnose humaniste, on fait de l'archéologie. Comme tu l'as très bien dit, Anne, on va commencer par l'enfant intérieur blessé, mais il y a d'autres couches qui vont apparaître. Alors on les appelle féminins, masculins et autres, mais des fois c'est carrément autre chose. Et on va traiter cette couche-là, parce qu'elle a Mmh. quelque chose à nous dire. C'est ça. Donc, Alors mmh, Alexandra demande: «Je ne sais pas comment faire avec une amnésie, choc émotionnel, oui, syndrome post-traumatique». c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est la fameuse boîte noire dont je vous ai parlé. La boîte noire, c'est la partie qui commence au moment de la conception, c'est-à-dire que vous avez un couple qui veut un enfant, ou alors un couple qui fait l'amour et qui ne veut pas d'enfant. Eh bien, dès la conception, cette information-là est engrammée. Ensuite, vous avez 9 mois. Et en 9 mois, il peut se passer énormément de choses dans la vie de la maman et dans son environnement. Ensuite, vous avez la naissance, où là encore, ça peut être très traumatique. Et enfin, vous avez 2 années et demie, dans laquelle l'enfant, en tant qu'enfant, nous allons vivre énormément d'émotions. À la différence près, c'est que nous n'avons pas encore ici une bibliothèque d'informations qui permettent de classer ce vécu. Donc tout est confusé, tout est enfermé dans une espèce de bloc, de boîte noire. Eh bien, ce phénomène de boîte noire, on peut être amené à le revivre plus tard quand nous sommes confrontés à des choses que notre mental ego ne peut pas conceptualiser. Et là, ça s'appelle le choc post-traumatique. C'est carrément un, un effacement. En tout cas, c'est pas un effacement, c'est un non-accès à une mémoire traumatique. La mémoire est là. Simplement, elle est mise dans la boîte noire avec tout le reste. Parce qu'elle ne peut pas être gérée par le psychisme, sinon la personne décompenserait, se suiciderait, enfin. Voilà. C'est un mode de sauvegarde, en fait, que la vie a prévu, cette boîte noire, cette amnésie, pour nous permettre de continuer à survivre. Merci Christian. Sylvia demande: «Ça fait longtemps que je me pose la question s'il y a un lien dans mon cas entre la blessure de l'enfant et mon chemin de vie, que des échecs». Ah, clairement, clairement. Alors, il y a un lien obligatoirement avec l'enfant intérieur, mais aussi ça peut être avec le féminin, ça peut être avec le masculin, ça peut être avec son tyran intérieur, ça peut être avec sa partie de sagesse. Il y a des gens qui sont, voilà, qui se vivent, seuls, qui ne s'imaginent pas vivre avec quelqu'un d'autre. C'est ni bien ni mal, c'est juste une construction intérieure qui se reflète à l'extérieur. Donc les échecs répétés sont souvent liés à des blessures qu'on n'a pas comprises, qu'on n'a pas dépassées et dont on n'a pas reçu l'enseignement. Comme je le dis toujours dans mes ateliers, notre blessure, c'est un allié. C'est pas un ennemi, même si elle nous fait souffrir. C'est vraiment un allié. Et ça ne deviendra un allié efficace que si on accepte de la regarder en face. Merci. Jean-Pierre demande: «Est-il possible de parler à son enfant intérieur pour soigner des plaies émotionnelles ou autres à l'âge où l'enfant les a subies?» Alors, malheureusement, si on fait ça, on va le faire à partir de notre mental ego. C'est-à-dire avec tous nos filtres, croyances, peurs, doutes, culpabilité. Donc c'est d'une efficacité relative. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis simplement que c'est d'une efficacité relative, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le chemin de l'hypnose. Parce que justement, le chemin de l'hypnose nous permet de bypasser ce mental ego et de travailler directement avec la conscience de la personne. Alors, Faculté illimitée dit: «Mais il y a le karma aussi». Oui, pour ceux qui croient au karma, effectivement, ça peut jouer, comme ceux qui croient au transgénérationnel. Et ça, on sait aujourd'hui de manière génétique que ça marche très bien, le transgénérationnel, dans le bonheur comme dans le malheur. Mmh. Alors Sylvia justement nous dit: «Finalement dans mon cas, c'est du transgénérationnel, côté mère et grand-mère, tyrannique, sèche et dure». Voilà. Donc là, on voit bien que sur un plan émotionnel, génétique, un gène a été stimulé, et c'est le gène de la tyrannie. Donc il va falloir Al travailler sur le plan émotionnel pour que ce gène diminue son expression jusqu'à retourner dans l'ADN et qu'on n'en parle plus. alors Sandrine demande: «Une régression, peut-elle nous faire du bien pour soigner ces blessures?» Qu'est-ce qu'elle entend par régression? Je pense que c'est une régression, peut-être une régression,
une séance pour revenir justement dans l'enfance? Bah, c'est ce que tu Alors, proposes d'ailleurs. pas vraiment. Hein. Là, non, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a différents types de régressions. Il y a des régressions, alors il faut bien comprendre une chose, c'est que quelle que soit la technique, elle ne peut être qu'imaginaire et symbolique. Même si on se rappelle d'un trauma, ce trauma, il a été transformé par le psychisme. Ça n'est pas la réalité réelle, c'est une histoire qui a des bases objectives et réelles, mais c'est une histoire. Donc, en hypnose, on va, entre guillemets, revisiter cette histoire, cette narration qui est totalement subjective et émotionnelle. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce phénomène de, non pas de régression, puisqu'on ne régresse pas en fait, on va rencontrer notre enfant intérieur blessé tel qu'il est dans notre psychisme aujourd'hui, maintenant, dans l'instant. Oui, Et c'est c'est, ça. Mmh. et oui. Et donc, on va dialoguer avec cette partie-là si elle peut dialoguer. Comme je vous l'ai dit, il y a des enfants intérieurs qui sont morts, qui ont des, qui sont des symboles. Donc, des fois, on peut pas dialoguer, on peut pas objectiver la relation avec cet enfant intérieur blessé. Donc, c'est pas un problème, parce que nous, on travaille avec ce qu'on appelle la symbolique, et on va travailler avec ce symbole, et on fait évoluer le symbole. Donc, en clair, je n'ai pas besoin de savoir, ni la personne, ce qu'elle a vécu réellement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment son psychisme, son inconscient, a créé ce symbole. Et pourquoi il a choisi ce symbole-là. Et on prend ce symbole tel qu'il est, on le transforme, et on libère la personne, et elle réintègre cette énergie-là. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, oui. Voilà. Alors, Mélanie nous dit, en parlant d'hypnose, pourquoi je ne suis pas hypnotisable? Beaucoup ont essayé, mais en vain. Parce qu'il y a des résistances. Et j'ai envie de dire, si le mental égo résiste, c'est qu'il a des raisons. Donc l'hypnothérapeute, il dit, oui, c'est pas un Oui, magicien. alors peut-être ouais. Et L'hypnothérapeute, peut-être qu'à un moment de sa vie, oui, excuse-moi, Christian. Non, je disais peut-être qu'à un moment de sa vie, ben, l'hypnose peut ne pas marcher, puis à un autre moment, on est prêt, non? C'est possible, ça exactement, aussi? exactement ça. Mmh. L'hypnothérapeute, c'est un accompagnant. C'est pas un magicien. Le magicien, c'est vous. C'est une co-création. On collabore. Bon, là, je ne vois plus de questions. Oui, Alors, on va peut-être passer donc à la mission de vie. oui. Euh, alors, par rapport à la mission de vie, c'est ce que je te disais. Je sais que personnellement, bien avant d'entendre parler de mission de vie, vraiment, j'étais très jeune parce que je devais avoir 12 ans. Mmh. J'avais le sentiment, j'ai eu très tôt, très très tôt dans ma vie, le sentiment d'avoir une mission à accomplir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, bon déjà, j'en parlais pas trop parce que c'était pas quand j'avais 12 ans de dire, voilà, je sais pas, j'ai une mission de vie mais je pouvais pas du tout mettre un nom, hein. Ah ouais. Je ne savais pas quoi, mais j'avais quelque chose à faire. Et c'est Mmh. quelque chose qui m'a profondément, je veux dire, d'une certaine manière, gâché ma vie. Enfin, gâché ma Mmh. vie, entre guillemets, Mmh mh. parce que constamment, je veux dire, j'avais ça en tête, je me disais, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être, bon, voilà. Donc, ce sentiment de mission de vie, et comme je te disais, j'adorais quand j'écoutais, par exemple, les émissions de Bernard Pivot. À la fin, il Oui. demandait à ses invités, Mmh mh. qu'aimeriez-vous entendre Dieu vous dire? Et ça, j'aime beaucoup écouter la réponse des gens à cette question. Mmh mh. Et je me rappelle justement qu'en écoutant ça, bah, moi, je me disais, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on me dise mission accomplie. Alors, après, qu'est-ce que j'allais dire c'est vrai, dans beaucoup de conférences, etc. Voilà, quand on s'est mis à parler de mission, bah, moi, ça me parlait du coup, Mmh mh. parce que c'était ce que j'avais. Et puis après, j'ai entendu d'autres dire, mais c'est ridicule, il n'y a pas de mission de vie. Voilà, maintenant les gens s'inventent. Voilà. Bon, Mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je me sens bizarrement peut-être moins portée par ça, dans le sens où je me dis, enfin,
voilà, que surtout, ce qu'on a à faire, c'est apprendre à aimer. Oui. Ça, j'en suis, absolument, convaincue, voilà, parce que ça reste encore, enfin, je veux dire pour moi, personnellement, je ne suis pas sûre, aujourd'hui vraiment, de savoir aimer encore. Je suis pas convaincue. D'ailleurs, le 1er pas, grand pas que j'ai fait dans ma vie, c'est d'accepter que je ne savais pas aimer. Voilà. En tout Bravo. cas, que jusqu'à présent, Mmh. la manière dont je m'y étais pris, pourtant je croyais, hein. Ouh là Oui, là, bien je sûr, croyais comme m'être moi, comme donné tout le beaucoup monde. de mal. Bien sûr, bien Voilà, sûr. je croyais me mais et c'est vrai qu'au départ, c'est un peu de se dire ça, mais voilà, de se dire: «Mais tu pour le moment, tu ne sais pas aimer». Ouais. Et encore aujourd'hui, On apprend, sincèrement, on apprend. voilà, Oui, je suis oui, d'accord. complètement. On est encore en apprentissage. Voilà. Absolument. Donc par rapport à cette mission de vie, tu vois Oui. Christian, bon voilà, c'est quelque chose qui a été très fort en moi. Mmh. Alors je me suis lancée dans certaines, directions en me disant: «Mais c'était ah non, mais c'est ça ma» voilà, parce que j'ai senti des choses fortes en moi. Je me suis dit: «Je pense que c'est ça ma mission» et Mmh. hop, là j'ai rencontré des obstacles et cetera. Bah, je me suis dit: «Apparemment c'est pas ça» et pourtant j'avais écouté mon cœur. Mmh mh. C'est Mmh. pour ça que c'est complexe, hein. Oui. C'est enfin pour certains. Alors, Mmh. j'ai l'impression que pour ma génération, alors je sais pas, hein, je veux pas du tout faire de généralité. Mmh. J'ai l'impression que les trentenaires, etc., ils ont beaucoup plus, ils se réveillent, ils ont des déclics, je sais pas. J'ai l'impression, c'est beaucoup Oui. plus facile. En tout cas, moi, c'est vrai que je ne peux parler que de mon expérience et d'autres personnes que je connais qui sont peut-être de ma génération. J'ai l'impression que ça a quand même été, comment dire, plus dur, plus complexe, voilà. Et Mmh. C'est une nouvelle étape. La terre voilà. Bon, en évolue, tout cas, on voilà. évolue. En tout cas, voilà, cette mission de vie, c'est quelque chose, voilà, qui m'a énormément. Bon, après, c'est vrai qu'en étant justement sur la chaîne, je sais qu'il y a une part de moi, ça c'est sûr. Mmh. Je dis bien une part de moi, parce que je Oui. sais qu'il y en a une autre qui n'est pas encore au point, qui n'est pas encore là, qui ne fait. Voilà, ça je le sens. Oui. Mais je sais qu'il y Bravo. a une part de moi, en tout cas, oui, Ouais. qui est dans ce qu'elle aime faire. Non, voilà. Mmh. Mais c'est une part de moi. C'est pour ça que voilà, la mission de vie, c'est peut-être pas non plus qu'une chose. Ça peut être aussi. Ah mais bien sûr, une mission de vie, Donc, c'est juste une base. Après, dans cette mission de vie, il y a plusieurs missions de vie. mais voilà. Mais alors, comme tu disais justement, Christian, tu parles de cet enfant intérieur, et Oui. donc là, du coup, justement, je fais le lien. Mmh. Il y a peut-être une part qui a été guérie, mais il y a une autre Mmh. part encore qui reste à travailler ou à Mmh. appréhender, à aimer, parce que Oui. travailler, bon, ce mot-là, j'en peux plus, hein. Non, mais je vous avoue, non, là, non, là, j'ai une allergie à ce mot. Tu as Euh, raison. donc, Mmh. voilà. Et Mmh. voilà, une part qui doit être appréhendée, compris, Mmh. aimée, pour justement aboutir à Mmh. un éclaircissement, l'intuition, un chemin qui s'ouvre. Effectivement. Pour moi, tout est lié. Alors, c'est une croyance, hein, après, chacun est libre de la partager ou pas. Mais, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, si l'enfant intérieur, naturel ou idéal, trouve sa place en nous, c'est bizarre ça, j'ai l'impression d'avoir une auréole là, c'est ah oui d'accord, OK, désolé, voilà. Donc si l'enfant intérieur en nous trouve sa place, eh bien, le chemin devient plus clair. Donc si le chemin devient plus clair, eh ben, on commet moins d'erreurs, d'impairs et du coup, bah, le bonheur peut s'installer tranquillement. Simplement parce qu'on est un peu plus conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on fait. Donc la guérison de l'enfant intérieur, c'est gagner en lucidité. Ça sera peut-être pas suffisant, il y aura peut-être encore d'autres étapes et tout au long de la vie, il y a énormément d'étapes à franchir, mais ça sera déjà un bon départ. Donc je vais vous parler maintenant de ma perception, de la mission de vie, peut-être de la mission d'âme. C'est le fruit de ma simple expérience, hein, d'humain. Peut-être la partagerez-vous, peut-être pas et sûrement certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont déjà une idée très précise de leur mission de vie. Donc on va voir ensemble. Je vais vous exposer
une partie de ce que je crois être, aujourd'hui en tout cas, un élément de réponse. Peut-être que je me trompe. Dans ce cas-là, je me rectifierai plus tard. Et ensuite, j'écouterai bien sûr vos questions et ça sera l'occasion d'échanger sur ce fameux concept de mission de vie. Donc je vais reprendre les petites notes de manière à ce que je n'oublie personne. Voilà. Et on va commencer par le commencement. Donc, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que la mission de vie? Alors là encore, bon, comme je vous l'ai dit, je pense que certains d'entre vous et certains d'entre vous ont déjà leur propre définition et que certains l'ont déjà découvert. Et pour eux, bravo, félicitations et bien continuez parce que quand on est dans sa mission de vie, on est créatif, on est heureux, on n'a pas d'effort à faire pour se lever, on ne travaille plus, on est, dans son énergie de joie, de vie, donc tout va bien et c'est la chance que j'ai aujourd'hui, depuis quelques années, donc continuons comme ça. Pour les autres et avant de pouvoir répondre sincèrement à cette question, il convient de définir, ce qu'est la vie. Et oui, pour avoir une mission de vie, encore faut-il vivre et avoir une vie. Donc, qu'est-ce que la vie? Alors je ne vais pas vous donner une définition, académique, hein, ni livresque, parce que là il faudrait 300 000 volumes pour expliquer ce qu'est la vie. Donc je vais vous donner une définition, qui est une synthèse un peu de ce que j'ai pu glaner ici et là sur mon parcours. Donc pour moi, la vie est fondamentalement une fréquence quantique qui dispose de sa propre conscience. La vie est une fréquence quantique qui dispose de sa propre conscience. Une fréquence, parce que tout est vibration, tout est vibratoire. Quantique, parce que c'est impermanent, ça peut changer de forme à chaque instant, de niveau de fréquence à chaque instant, et qui développe sa propre conscience, parce que cette fréquence vibratoire quantique, elle peut créer, elle peut se régénérer, elle peut modifier son environnement, et plus important encore, elle peut évoluer, donc changer de fréquence. Alors, la question c'est, est-ce qu'une fréquence peut avoir une mission de vie, ou une mission? Alors je vous répondrai très certainement, cette mission, on l'appelle la vie. Donc nous sommes des fréquences qui expérimentons la vie, donc notre mission de vie, qui consiste à vivre, tout simplement. Donc pour être dans sa mission de vie, encore faut-il être vivant. Et si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment vivantes. Vous allez voir beaucoup de petits robots, beaucoup de gens conditionnés par l'école, leur famille, la religion, la politique, par leurs peurs, leurs croyances, leurs valeurs, leurs certitudes. Mais est-ce qu'ils sont vraiment vivants? D'une certaine manière, ils le sont. Mais sont-ils vraiment dans la vie? C'est à chacun de trouver sa réponse. Donc, si cette fréquence a une mission, elle transporte nécessairement une information qui doit être stable et cohérente pour générer sa propre évolution et surtout pour s'adapter. Car la vie, une de ses caractéristiques principales, c'est sa capacité d'adaptation. Donc, tant que vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations, même à cette, je dirais, obligation de rester chez soi, eh bien, qui est temporaire, hein, bien sûr, eh bien, il vous faut vous adapter, changer vos modes opératifs. Et c'est en cela que je trouve que cette période est très intéressante, parce que justement, elle casse tous ces programmes de toutes ces personnes qui se croyaient vivantes et qui en fait ne faisaient qu'appliquer les programmes de survie. Je me lève le matin, je fais ma toilette, je déjeune, je vais travailler, je rentre le soir, je fais ma toilette, je dîne, je vais me coucher. Eh bien ça, en ce moment, c'est un peu remis en question. Il y a des espaces de déconditionnement. Donc, pour découvrir sa mission de vie, encore faut-il être vivant. Et je remercie ce petit virus qui, si vous y regardez de plus près, n'est que l'anagramme du mot survie. Donc n'en veuillez pas à ce virus qui éclaire votre esprit, votre conscience sur votre survie. Et je vous rappelle que la survie n'est pas la vie. Donc tant que vous serez en survie, vous aurez du mal à trouver votre mission de vie. CQFD. Donc,
Continuons dans ce raisonnement. Il semble là encore que la réponse soit donc oui, la mission de vie existe. Et pour s'en convaincre, il suffit de constater notre propre expérience d'humain, car nous ne cessons d'apprendre et d'évoluer depuis des millions d'années. Et je vous garantis qu'en ces millions d'années parcourues, l'humain, l'Homo sapiens sapiens, a rencontré des millions de virus. Et oh, étrange, il s'est adapté et il a survécu. Donc nous continuerons à nous adapter et nous survivrons. Même si certains d'entre nous, les plus fragiles, devront partir avant nous. Mais c'est là que la spiritualité intervient. Si vous observez les événements d'aujourd'hui avec votre mental ego, vous serez dans la souffrance, dans la colère, dans la rage, dans le désespoir peut-être. Si vous observez les circonstances d'une manière spirituelle, avec du détachement, de la sérénité, vous allez apercevoir toutes les potentialités d'évolution que la Terre nous transmet en ce moment même, pour nous aider à sortir de la survie. Vous êtes libre de choisir la souffrance et vous êtes libre de choisir la sérénité. Ça vous appartient. Ça n'appartient à personne, aucun gouvernement, aucun patron, aucune famille. C'est vous, c'est votre libre arbitre. Et c'est ce que cet événement est venu nous rappeler. Nous gardons notre libre arbitre. Malgré toutes ces manipulations, nous restons libres, car notre conscience est libre. Allons plus loin. Nous sommes des êtres pensants et des êtres spirituels. Et cette partie spirituelle en nous est tellement puissante qu'elle va bien au-delà de nos instincts de survie. Regardez ces gens qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Vous-même, si une personne de votre famille ou votre enfant était en danger, ne risqueriez-vous pas votre vie pour le sauver ou la sauver? Il y a fort à parier que si. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'autre que ce mental ego qui nous anime, qui fait de nous des petits robots du quotidien. Il y a notre conscience. Et cette conscience, elle est consciente de la mission de vie qui nous incombe, que nous avons choisie peut-être en nous incarnant. Donc à cause de cela, ou malgré cela, nous préservons dans notre désir conscient et parfois inconscient le besoin, l'envie d'évoluer spirituellement. C'est comme une urgence, comme si notre temps s'était d'un seul coup accéléré, comme si notre temps nous était compté. Il était important et nécessaire que nous ayons ce temps de pause pour nous poser les bonnes questions. Donc pour parvenir à réaliser notre mission de vie, notre esprit doit se développer. Et il doit se développer dans un espace-temps très défini, ce que nous appelons l'incarnation. Cette incarnation sous-tend la séparation d'avec notre source originelle, celle-là même qui nous a donné la vie et donné ce petit éclat de conscience, qui fait que nous sommes les seuls mammifères à nous rendre compte que nous allons mourir. Étrange, non? Donc nous avons un présent, comme nous avons eu un passé, comme nous avons un futur. Mais cela n'est vrai que dans cet espace-temps, que dans cette incarnation. Si l'on prend du recul sur un plan spirituel, ni passé, ni présent, ni futur, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps. L'espace et le temps sont une construction humaine, mentale, pour nous donner des repères, pour nous rassurer peut-être. Nous disposons donc de l'expérience directe par la perception de notre environnement, ce que nous appelons notre conscient. Et à travers cet espace-temps, nous évoluons, parce que derrière nous, il y a le passé, ici le présent, et plus loin là-bas, un futur potentiel. Ok? Est-ce que c'est la réalité réelle?
Ou est-ce que c'est juste une perception? Rappelez-vous, la vie est une fréquence. La fréquence n'a pas besoin d'un espace-temps. Notre conscience n'a pas besoin d'espace-temps. Seule notre incarnation, notre petit mental, notre conscient a besoin de cet espace-temps. C'est ainsi que nous découvrons, au fil des années, avec la maturation intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, que peut-être notre mission de vie consiste justement à découvrir le but ultime qui doit nous ramener à notre point de départ. En effet, il me semble que nous aspirons tous, consciemment ou inconsciemment, à revenir à l'état de perfection dans lequel nous étions initialement. Notre quête semble vouloir nous ramener à cette source universelle de vie, cette espèce de paradis perdu. Mais attention, si nous réintégrons notre source, alors il n'y aura plus d'ego, plus de souffrance, plus de mémoire, plus de mission, plus de but. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'espace-temps, tout simplement. Et surtout, nous ne serons plus une fréquence individualisée. Nous ferons partie pleinement de la source. Et nous collaborerons à tout ce que la source souhaite réaliser, sans aucune conscience. Est-ce peut-être ça le but ultime? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vers ça que mon cheminement me mène aujourd'hui, à cette prise de conscience. Que la mission de vie a consisté pour moi à travailler sur mon identité, sur mes blessures, mes failles, comme je continue à le faire. Mais que bien au-delà de tout ça, elle a consisté à me libérer de moi-même, à m'éloigner de cet ego, de cette étiquette, de ce nom, de ce prénom, de cette histoire, à prendre conscience que j'étais peut-être autre chose que ce corps, et que peut-être mon chemin ne s'arrête pas là. Peut-être qu'il est plus vaste, plus beau, plus rayonnant, même s'il est encore un peu une individualité, astrale, un esprit. Mais ce n'est là encore qu'une étape d'illusion, qui doit nous ramener à la source, tôt ou tard. Mais comme le temps n'existe pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors bien sûr, pour les plus rationnels d'entre nous, quel sens peut avoir tout ce cheminement? Je sors d'un néant, je prends une conscience, cette conscience est mienne, j'expérimente une vie, des millions de vies, des karmas, puis je meurs, puis je me réincarne, ou pas. Je souffre, je vis, je suis heureux, et tout s'arrête, et tout recommence. Mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sera à chacun d'entre nous de le découvrir. Je n'ai aucune réponse. Je n'ai que des questions. Mais dans ces questions, il y a des indices, des traces, des processus. Donc la mission de vie fait partie de ces indices. Nous sommes venus accomplir quelque chose en notre âme et conscience. Certains le savent très tôt et réalisent des prodiges. D'autres le découvrent très tard, voire pas du tout. Ça n'est ni juste ni injuste. C'est juste l'état de l'art, de la fréquence de la personne, au moment où elle a vibré. Et vous savez aussi bien que moi que vous pouvez vibrer dans de hautes fréquences, et comme l'a dit Anne très justement, vous prendrez conscience que nous ne savons pas aimer. Malgré tous nos efforts, toute notre compassion, il y a toujours une part de nous animale qui ne sait pas aimer. Ça n'est pas grave. Nous avons l'éternité pour apprendre. Et puis il y a une autre part de nous qui se moque royalement de tout ça, qui vit simplement, qui profite des sens, du plaisir, de la vie, qui aime faire du mal, qui aime faire du bien. Eh bien, cette partie-là aussi a le droit d'exister. Il n'y a aucune raison de la juger. Elle aussi a toute l'éternité pour évoluer. Mmh.
Quand tu parles, Christian, d'éternité, tu dis, voilà, on a toute l'éternité pour apprendre. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais François Tchang, le titre Non. d'un livre de François Tchang qui s'appelle, et j'adore ce titre, Mmh. L'éternité n'est pas de trop. Oh, clairement, clairement. C'est tout à fait le sens de mon discours, absolument. C'est ça. Pour ça, Ouais, voilà, je vais ouais, continuer. voilà. Donc la chance que j'ai eue, effectivement, on en avait parlé lors de la précédente conférence, c'est qu'il m'a été donné de voir et de percevoir ces fameuses, vies antérieures qui peut-être sont aussi des vies postérieures puisque comme je vous le rappelle, au niveau de la source, le temps n'existe pas. Donc clairement, toutes nos vies potentielles, qu'elles soient passées, présentes ou futures, toutes sont là. On ne peut rien, entre guillemets, «créer ex nihilo». Tout est là. Ce qui fait la différence, c'est notre niveau de conscience. Et j'ai envie de dire que notre principale mission de vie, une fois que nous nous sommes extraits de la boue de notre ego, eh bien, c'est peut-être d'élever notre niveau de conscience pour pouvoir commencer à faire de véritables choix. Et c'est ça qui nous mènera petit à petit vers ce qu'on appelle la mission d'âme. La mission d'âme qui consiste à collaborer avec l'univers, la source, le divin, donnez le nom que vous voulez à cela, à collaborer de manière consciente à cette richesse extraordinaire qu'est la vie, sous toutes ses formes, incarnée, désincarnée, et plus encore. Est-ce que la mission d'âme, justement, c'est vraiment quand on est quelque part dépouillé de son ego et qu'on est prêt à se mettre au service aussi du collectif? Alors, oui, la mission d'âme n'a rien à faire avec l'ego, par définition, ni l'âme d'ailleurs, hein, puisque l'ego n'est qu'un outil, je le rappelle, hein, c'est l'outil de la survie, donc de l'expérimentation. L'âme en elle-même, elle évolue par successivement, je dirais, parce elle enfile un ego qu'elle use comme un vêtement, qu'elle jette. Elle prend un autre ego qu'elle construit, elle le porte, elle apprend, elle le jette, etc., etc. Donc, l'ego n'est qu'un outil. Il n'y a aucune raison de détester l'outil. Mmh. Bon, il est très utile, l'outil. Donc, l'ego est un outil. L'âme est dépourvue d'ego, mais elle en a besoin pour progresser. Ah oui. Mmh. Voilà. Un serviteur. Exactement. Donc, l'âme va se servir longtemps, sur des centaines, peut-être des millions de vies, et puis, un jour, l'âme va accumuler suffisamment de sagesse, d'expérience en fait. Donc c'est pas une vieille âme ou une jeune âme, hein, c'est juste la quantité d'expériences qui ont généré chez elle la flamme divine. Et à partir de là, et seulement à partir de là, eh bien l'âme va avoir envie de se mettre au service de la communauté. Et là, elle rentre dans sa mission d'âme. Voilà. Sans ego, bien évidemment. Et elle peut donner sa vie pour ça. Regardez les prophètes qui sont venus sur Terre pour nous enseigner. Bien La sûr. plupart ont donné leur vie. Mais pour eux, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ah bah oui. Ils trouvent totalement leur justification, enfin je vais dire dans ce qu'ils font, Mais ça les transcende. c'est ça. Donner leur corps, donner leur vie, pour eux, c'est plus qu'un prix Nobel, quoi. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Oui, Cette c'est de enveloppe, l'amour qui se vit intensément. c'est ça. Cette enveloppe n'a aucun intérêt. Mmh, mmh. À ce niveau-là, l'enveloppe, l'incarnation, l'ego, ça n'a aucun intérêt. Oui, justement, sans ça, c'est magnifique. Ah oui. Alors, Christian, si tu permets, on va passer à la présentation. Tu as fini sur la Oui, mission. oui, oui, j'ai Voilà, fait très court. Oui. donc voilà, on va passer à la présentation des ateliers et D'accord. je prendrai ensuite les questions. Oui. Donc l'atelier, c'est donc avons-nous tous une mission de vie? L'enfant intérieur blessé, déjà. Ah oui, non, On va oui, alors là commencer. je vois, ouais, non, le titre, Voilà. il va falloir que le titre soit changé. Je sais pas, je D'accord. vois celui-là, c'est pas ça. Donc le premier atelier, c'est comment guérir son enfant intérieur blessé, Voilà. C'est la priorité. qui aura lieu le mardi 18 avril à Mhm. 20h30. Ah, Alors cet atelier, découvrir son inconscient et par extension son enfant intérieur.
Mmh. L'objectif de cet atelier sera de vous aider à vous connecter à lui afin de l'aider à guérir de sa blessure principale avant réintégration et libération de l'amour inconditionnel en soi. Lors de Mmh. cet atelier, vous découvrirez les techniques de mise en transe spécifiques à la pratique de l'auto-hypnose spirituelle. Oui. Vous ne serez jamais dissocié lors de cet atelier et Mmh. conserverez l'intégralité des souvenirs inhérents à votre rencontre avec votre enfant intérieur blessé. Donc les points qui vont être vus, comment quitter les limites de votre mental ego, Mmh. ancrage de votre transe spirituelle, Mmh. découverte du royaume de votre enfant intérieur blessé, Mmh. extraction de votre enfant intérieur blessé, soins et guérison, et Mmh. intégration dans votre cœur de son énergie de vie et de son amour inconditionnel. Donc ça, c'est pour le premier atelier où tu Mmh. peux peut-être expliquer donc la pratique de l'auto-hypnose et quand tu dis vous ne serez jamais dissocié, qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est-à-dire que je vais utiliser les bases de l'hypnose humaniste et l'hypnose spirituelle pour accompagner par la voix, effectivement, les personnes qui souhaiteront vivre cette expérience. Et contrairement à l'hypnose traditionnelle, hein, les personnes ne seront jamais dissociées, c'est-à-dire qu'elles vont totalement collaborer, je dirais, à l'expérience qu'elles vont vivre et se rappeler de tout ce qui s'est passé en elles. C'est un peu, si vous voulez, comme vivre un rêve lucide et se réveiller le matin et se rappeler de tout le rêve. Voilà. Et dans cette pratique-là, non seulement elles vont vivre ce rêve lucide, donc cette hypnose, humaniste et spirituelle, mais elles vont surtout le ressentir. Et c'est les sensations, le ressenti qui va justement faire cette transformation-là. Très bien. Alors l'atelier numéro 2, rencontre avec votre guide principal. Hein? Donc, il s'agira de connecter son guide principal à ce moment d'incarnation et découvrir sa mission de vie et ou sa mission d'âme par canalisation directe, immédiate ou différée, c'est-à-dire, Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette deuxième étape, la personne, donc je vais l'accompagner à un niveau vibratoire le plus élevé possible, grâce aux techniques d'hypnose spirituelle, pour qu'elle puisse effectivement rencontrer une guidance. Cette guidance, elle va pouvoir la voir ou pas. Cette guidance va la mener à lui donner des informations, des indices sur sa mission de vie. Pour celles qui connaissent déjà leur mission de vie, peut-être qu'elles vont accéder à leur mission d'âme. Ça n'est pas moi qui le décide. Ça se passera dans la guidance. Deuxième point très important, ça peut s'opérer durant la séance, mais j'ai aussi des cas de personnes qui vont accéder à leur mission de vie 2, 3 jours après, une semaine, 3 mois après. Là, ce n'est toujours pas moi qui décide. Comprenez bien que ça n'est pas une volonté égotique de ma part ou de la vôtre qui va vous donner accès à l'information. Là, vous allez expérimenter vraiment le lâcher-prise total et ça sera la condition, je dirais, pour accéder à cette information. Si vous n'y arrivez pas de panique. Vous êtes en état de transe hypnotique, donc votre inconscient ou votre conscience aura l'information et vous la délivrera au bon moment. donc lors de cet atelier, vous ferez usage de votre esprit en vous appuyant sur les caractéristiques de votre soi d'enfant intérieur guéri, libre et sage, Mmh. afin d'atteindre un niveau vibratoire plus important encore. Cette seconde étape vous mènera vers une dimension astrale de connexion nouvelle. Vous Mmh. y rencontrerez alors un être de pur amour et de pure Ouais. lumière qui vous aime au-delà de tout. Mmh. Celui-ci vous guidera dans des compréhensions nouvelles des étapes de votre existence passée. Il saura vous guider ensuite vers une nouvelle étape de votre évolution. Vous aborderez ensemble les questions afférentes à votre mission de vie, puis si cela est possible pour vous, selon votre niveau de conscience du moment, il abordera votre possible mission d'âme à venir Mmh. afin de vous encourager à parfaire votre incarnation. Ensuite viendra l'étape d'intégration des apprentissages spirituels nécessaires pour vous. Il est important de mentionner que tout cela ne sera rendu possible que par votre niveau de lâcher prise lors de ces ateliers. Eh oui. Votre foi en vous-même et en la vie seront de nature à libérer votre taux vibratoire. Charge à moi ensuite de vous guider au meilleur niveau de conscience pour que chacun de vous puisse rencontrer son guide. Voilà. C'est sacrément ambitieux, hein, je reconnais, je le sais, mais voilà, c'est ma mission à moi d'accompagner, je le fais régulièrement, je l'ai fait dans des stages, des ateliers et j'aime faire ça et
Et voilà, je ne garantis pas le succès à 100 pour tout le monde, ce serait mentir. Mais en tout cas, je donnerai le maximum pour vous y aider. Alors, le titre de ces ateliers, Christian, Mmh. tu les avais bien appelés «Avons-nous tous une mission de vie et une mission d'âme?» Mmh mh. C'était ça le titre de Oui, je l'atelier? crois. Oui, oui, de mémoire, oui. Voilà. Parce que du coup, non, je pensais que c'était enfant intérieur et Bah, c'est enfin c'est intégré dans la mission de vie. oui, tout à fait, Mmh. tout à fait. OK. Oui, Voilà. oui, Donc, c'est ce que de je mon vois. point de vue, nous avons tous une mission de vie et une mission d'âme, et elle se révèle à nous quand on est prêt. Après, on n'est pas obligé de croire à ça. Ça peut être tout à fait considéré comme une croyance. Mais comme tu l'as dit toi-même, depuis, si les gens sont honnêtes et remontent à leur plus tendre enfance, ils vont retrouver cette promesse qu'ils se sont fait à eux-mêmes, un jour dans leur vie. Et cette promesse-là, Ouais. peut-être qu'elle garde en elle cette mission de vie. Mmh. Oui et justement par rapport à ce que tu as dit et à la foi, en fait, bon, de décrypter comme ça quelle est la mission de vie et en fait la mission de vie, c'est la vie avec un grand V. Oui. C'est ça, La c'est de mission de vivre la vie, splendeur de la oui, vie et comme tu dis, d'être vivant dans cette vie. c'est ça. Et beaucoup d'entre Et nous ne mmh, sommes pas vivants, nous n'avons pas été vivants. c'est ça, il y a une chanson, non, qui dit «Mourir vivant», ça me ça me dit quelque chose. Non Mais mais c'est c'est le vrai, but de tout spirituel. Tout être spirituel exactement, rêve, moi, c'est mon ambition, c'est de mourir vivant, c'est ça. bien Tout à sûr. fait, de goûter parce que quand on est, justement, quand on a cette, quand on est comme vous là, qui nous écoutez, justement, c'est qu'on sent c'est qu'on sent bien que la vie est riche, splendide et cetera et qu'à des moments, justement, on s'est senti quelque part en décalage avec elle. Mmh, On sentait qu'on ne respirait pas avec elle. c'est ça. Voilà. Et par ignorance, on en veut à la vie, alors que la vie ne veut que nous donner tout ce dont on a besoin. Ouais. Mmh. C'est un Ça, c'est paradoxe. sûr. Mmh. Mmh. Alors, je regarde si vous avez des questions. Hem, alors Sylvia demande: «Christian, faites-vous ce travail en individuel?» Oui, bien sûr, et à distance, par téléphone, sans aucun souci, je le fais régulièrement, oui. «Aimons-nous vivants?» Ah mais oui, non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, oui, il y a quelqu'un Ça, c'est une Dominique qui met: chanson. «Aimons-nous vivants?» Ah oui, non mais c'est ça, j'ai non mais j'ai dû, tout Ça, à c'est une fait chanson des années 80, oui, «Aimons-nous et vivants», oui. donc et donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Mourir alors qu'on est vivant. Oui, non, j'ai fait un Non, non, mais c'est un lapsus qui est tout à fait intéressant parce que c'est vraiment ce qui ouais, me guide, moi. Mon oui, mon oui, moi mon aussi. but ultime, c'est de mourir vivant, c'est-à-dire Tout à conscient, fait, en pleine conscience. C'est-à-dire ne pas mourir, en fait. C'est c'est juste ça, transposer mon esprit de mon corps dans mon complètement. corps astral, quoi. Mmh. Rejoindre mon âme en conscience. Mourir vivant, mourir éveillé. Alors, je regarde si vous avez des questions. Heu, pour le deuxième atelier, vous ouvrez Patricia, je comprends pas la question. Pour le deuxième atelier, vous ouvert le chakra. Comment cela se passe? Alors j'ai pas parlé de chakra, Mmh. parce que dans ma croyance, on ne peut ni ouvrir ni fermer un chakra. Donc c'est pas quelque chose que j'aborderai dans les ateliers. Si vous souhaitez avoir des informations sur les chakras, je les aborde quand j'enseigne le Reiki ou quand j'enseigne le Lao Chi. Là, je parle beaucoup des chakras. Mais dans ces ateliers-là, j'ai pas besoin d'ouvrir les chakras, même si je peux être amené à faire une méditation sur les chakras pour vous aider à déployer votre taux vibratoire Mmh. avec un peu de Kundalini, ça peut arriver. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux me passer de ça. C'est pas nécessaire. Ça se fait Mmh. automatiquement de toute façon. Alors, il y a Émilie qui demande: «L'enfant intérieur doit-il être sage?» Il faut qu'il soit sage et fou à la fois, hein. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. La sagesse Autrement, de la c'est pas fruit. drôle, hein. Mais oui, c'est la Parce que la sagesse de la je fruit, sais oui. plus oui, parce que la sagesse parfois ça justement ça ressemble trop à la mort quoi. Ça peut Alors, être, ça, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté la profondeur de la sagesse. Rappelle-toi que le sage est un enfant. oui, Lao Tse signifie le vieil enfant. c'est ça. Donc quand on est sage, on est un enfant. On n'est pas mort, on est très vivant. C'est Et l'inverse. oui, oui, c'est ça.
oui, justement. Donc la sagesse, l'enfant intérieur doit-il être sage? Bah oui, Oui, il l'est, il l'est de mais fait. pas que, mais pas que. Non, mais il est pas sage dans le sens, il fait tout bien, il est Non, c'est parfait. ça, non, bien C'est pas sûr. ça du tout ça. Ah bah Le non, non, non. le sage, il rigole, il se moque, il mange et il boit, il fait la fête, mais il est sage. Ça veut dire qu'il ne Ouais. nuit pas aux autres. Il est dans l'amour inconditionnel. C'est ça être sage. C'est pas être enterré, comme une statue de marbre et porter une cravate et faire des grands discours vides. C'est pas ça être sage. Alors, Jean-Pierre nous dit: «Après une NDE plus coma, quand je suis revenu, je trouvais tout le monde endormi, léthargique et Oui, appliquant la politique de l'autruche. bravo, Révoltée, mais je n'avais pas d'argument pour étayer mon ressenti». mais c'est tout à fait juste. Quand je suis revenu moi de mon expérience, spirituelle, pareil, j'ai trouvé que pourtant je vis en Provence, hein, le soleil est magnifique, la Ouais, lumière est ouais, ouais, ouais. extraordinaire, mais j'ai trouvé que la lumière était sale. Mmh. Oui. J'avais l'impression de vivre sous des nuages. Mmh. Quand on a expérimenté par le biais de l'esprit, sa conscience et l'astral, mais ici tout est triste, tout est voilà, ça n'a plus rien à voir. Mmh. C'est très différent. Je ressens, je comprends sa mélancolie et ce qu'il a pu ressentir. Moi-même, je te l'ai dit, hein, j'ai fait une dépression qui a duré 3 semaines, un mois, je crois. Mmh mh. C'est très dur de revenir d'une NDE ou de l'astral, c'est Ah très dur. oui, ah oui, 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 oui. Faut pas croire, c'est pas un cadeau, Ouais, hein. non. Enfin, ça l'est Non, maintenant, mais sur le moment, ou de toute expérience, mmh, mystique ou enfin bon, que je vais comme ça appeler mystique, oui, c'est très, très dur de revenir. Très, ah oui, très dur. ouais. Parce qu'il y a un décalage tellement énorme Oui, qu'on oui, en arrive même sur le moment à se demander si c'était un cadeau. Parce qu'on se dit, je vais pas ouais, pouvoir me réadapter. c'est ça. Moi, Ah oui, non, c'est vraiment oui. ça. Mmh. Ça a été très dur, ouais. Mmh. Mais bon, on y Alors, arrive. ouais. Alors Marie-Françoise qui parle justement de bon, je fais à Marie-Françoise un petit coucou puisque je vois que comme moi, elle aime beaucoup François Tchang, qui est un écrivain que je trouve vraiment très, très profond, vraiment magnifique. Donc oui, Marie-Françoise, j'adore. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous aviez le lien de l'atelier donc dans le chat. Vous allez aussi le retrouver. Vous le retrouverez sous le replay. Alors, ces ateliers se passent eh bien sur Zoom. Donc, c'est comme ce soir en fait. Hein. Donc, Christian sera là. Vous le verrez. Et vous-même, vous avez donc une caméra, donc vous l'activez si vous voulez, vous pouvez Mmh. parler et autrement, si vous voulez, il y a un chat. Donc c'est vraiment au choix comme vous voulez, mais je précise parce que souvent en atelier, je demande aux gens et souvent il y a des nouvelles personnes Mmh. voilà, qui se disent bah ouais, je me suis dit voilà, je me lance, etc. Et l'avantage Mmh. c'est que c'est vraiment quand même interactif. Hein. Absolument. Mmh. Alors l'atelier, bon, on a l'expérience maintenant tous les 2 des ateliers Oui. sur Zoom. Donc bien évidemment, alors pas d'inquiétude, moi j'enregistre toujours l'audio de l'atelier. Donc s'il arrivait quoi que ce soit techniquement, vous auriez quand même l'audio de tout l'atelier. Ça c'est important. Dans l'atelier, bien sûr, on va démarrer avec caméra et tout ça. Ensuite, quand le processus va démarrer, eh bien moi je fermerai la caméra pour pouvoir me concentrer sur la guidance et puis à la fin de l'expérience, je remettrai la caméra et on pourra de nouveau échanger et chacun pourra, s'il souhaite partager son expérience ou m'envoyer un mail tout simplement, s'il a besoin de réponses plus intimes, plus personnelles, et auquel cas, bah, si j'ai les réponses, si je canalise des réponses, je me ferai un plaisir de les transmettre. Alors, il y a quelqu'un qui me redemande donc les dates de l'atelier. C'est mardi 28 avril et jeudi 30 Ouais. avril. Euh, alors, oui, il y a Jean-Charles qui nous dit moi, la pire question était de m'interroger sur le sens de la vie et la mécanique du temps. Bref, cette cécité permanente sur le sens du tout global. Mmh. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas non plus justement apprendre à vivre, enfin, c'est-à-dire que aussi quand on veut tout connaître, tout comprendre, tout, c'est une part Ah, de contrôle.
Quelque part, c'est du Oui, contre. c'est de l'ego, mais je peux pas Mais je comprends. je Non, peux non, pas mais moi jeter je la comprends. pierre. Moi, j'ai passé 30 ans à me poser ces questions-là. C'est ça, exactement. Mais il y a un moment, Je je comprends dirais, totalement. voilà, il y a un moment, c'est aussi la grâce de la vie. euh, C'est-à-dire que la vie, à la limite Mmh. d'arriver au sens, pareil, j'ai cherché très jeune le sens de la vie. Très, Mmh. très jeune. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que Mmh. ce cirque? À quoi ça? Parce que ce qu'on me proposait, c'était pas assez grand. Je veux dire, me marier, avoir des enfants, tout Mmh. ça, je veux dire, même vivre une relation amoureuse extraordinaire, Mmh mh. etc. Mais quelque part, il me fallait plus. C'était pas assez, ça ne m'a c'était peut-être bien, mais il fallait qu'il y ait vraiment autre chose, Mmh. quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Et tant que je n'ai pas perçu ça, donc je me posais la question, mais est-ce que ça existe ou est-ce que ce que Mmh. je veux, c'est un rêve, etc. Tu es une Non, idéaliste, non, tu, etc. non. Le jour où j'ai eu ma réponse, Mmh mh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, Jean-Charles, pour répondre un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que presque pour moi, la vie n'a plus besoin de de sens. Et c'est-à-dire que cette quête de sens, enfin, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu, une fois que j'ai su, et pas intellectuellement, hein, que vraiment j'ai vécu, il y avait une grande intelligence qui nous régissait, Mmh mh. ça m'a calmée. Voilà. Je me Ah suis oui. dit: «Waouh, c'est bon, j'accepte». Mmh. Voilà, je suis ici, voilà, tout est, C'est ça. C'est ce que j'ai vécu dans ma NDE, dans mes NDE, dans mes connexions, c'est ça. C'est qu'on est aimé au-delà de tout, on est accompagné et finalement ces questionnements ne sont pas sans fondement, mais ils deviennent puérils quand on connecte, cette part de vérité en nous et voilà et on n'a plus besoin de chercher, on trouve, ça se fait spontanément. On a besoin, c'est là. Voilà, je peux pas le dire autrement. c'est ça. Eh bien, bon, je vois qu'il y a plus ah, peut-être là une question. Mmh mh. Alors, Oberhauser, non, Yannick, je préfère Yannick, Mmh mh. nous dit: «Peut-être que le néant n'existe pas, mais de le comparer au vivant». C'est-à-dire qu'il est Oh là là. Ah oui, c'est une bonne question. J'ai essayé d'y répondre dans mon dernier livre, donc Accueillez votre intuition et ça m'a pris la tête pendant, déjà 30 ans et quand j'ai écrit le bouquin, ça m'a pris la tête pendant 1 an pour arriver à comment dirais-je? Retranscrire ce que j'avais expérimenté. Alors je ne sais pas si ça va donner l'élément de réponse à la personne qui a posé la question par rapport au néant, mais je vais quand même vous dire brièvement ce que j'en ai retenu, ce que j'ai écrit dans le livre. C'est qu'en fait, nous avons effectivement une source originelle qui est une pure conscience. Donc notre chemin de vie, en fait, ça consiste simplement à remonter le rayon de la source qui nous a projetés dans cette réalité-là, dans cette fréquence-là. Nous retournons à la source et il se trouve que la source n'est pas la fin du voyage, que le divin, cette conscience universelle de vie, n'est pas la fin du voyage. Il y a autre chose, il y a une origine à cette source. La difficulté, c'est que nous ne pouvons pas accéder à cette origine. Elle est intouchable. La source en est le rayonnement. Mais rien, même pas la source, ne peut toucher cette origine, qui est un néant obscur, mais pas dénué de conscience ou de vie. Sauf que dans cette origine-là, le mot conscience, le mot vie, même le mot lumière, n'ont aucun sens. mmh, Ce néant existe, il est à l'origine de la source, mais il est inatteignable. oui, mais Donc, comme tu dis, ce néant est encore, conscience. alors, il est conscience par la source, pas par C'est lui-même. ça. Est-ce Par que moi lui-même, moi rien. je me posais la question, je me suis quand même déjà posé cette question parce qu'on justement, on sait que tout est vie, mais est-ce que le néant, le rien, c'est-à-dire est-ce que nous, en tant qu'être divin, est-ce qu'un jour on peut dire: «Moi, tout ça», ce serait de notre libre arbitre de dire: Ouais. «Moi, tout ça, je n'en veux plus. Je veux plus ni de la Oui, source, plus rien.
je veux redevenir, je veux dire poussière, c'est-à-dire je veux ne plus exister. C'est pas possible de fonctionner comme ça parce que tant qu'il y a le jeu, tu retomberas dans la source. Que tu sois un ange, que tu sois Jésus, que tu sois, le pire des tyrans, tant qu'il y a un jeu, on retombe dans la source. C'est-à-dire tant qu'il y a un jeu. Je comprends pas. Tant qu'il y a un jeu, on joue. Oui, mais si on n'a plus envie de jouer. Je vais dire, Mais pour voilà. ne plus avoir envie de jouer, il faut qu'il y ait toujours ce jeu n'ait plus envie de jouer. Donc ce jeu n'ait plus envie de jouer, est obligé de jouer à ne plus avoir envie de jouer. Complexe. Complexe. Bon, on va pas Commençons rentrer pas. dans, on va pas Commençons rentrer pas. dans des trucs trop compliqués là. Non, on va rester Je simple. sais pas ce qui m'a pris. Non, mais c'est une bonne question. Mais je me suis posé ces questions-là des millions de fois et je retombe toujours sur la même réponse. Notre but final, c'est de retrouver la source de vie, le divin, et c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà énorme. Alors, Karine demande, Christian, après le déconfinement, continueras-tu tes ateliers et rendez-vous sur Paris? Et c'est une bonne question. Je n'en sais rien. C'est pas moi qui décide. J'espère, parce que quand même, c'est une source de revenus et puis j'ai mes clients, mes amis, mais je n'en sais rien. Comme je l'ai expliqué lors de la dernière conférence, il y a 3 ans de cela, j'ai reçu une intuition qui m'a demandé de quitter Paris. Et quand j'ai demandé où je devais aller, mon intuition m'a dit Aix-en-Provence. Donc, il y a 3 ans, j'ai pris la décision de tout quitter. Tout. De tout lâcher. Et de redémarrer à zéro à Aix-en-Provence. Et voilà. Et j'ai demandé pourquoi, et l'univers m'a répondu, c'est pour te protéger. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être à Aix-en-Provence. C'est clair. Voilà. Et c'était il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, je vous rappelle qu'il n'y avait pas les gilets jaunes, il n'y avait pas ce corona, il n'y avait rien de tout ça. Il y a 3 ans, j'étais heureux, tout me réussissait, et j'ai pourtant pris la décision de tout lâcher. Voilà. Oui, parce que quand on a compris, je pense que ton intuition devait quand même être forte, tu devais sentir quelque chose de... Elle s'est imposée à moi, et comme je l'ai écrit, voilà, on écoute. Puis il y a un moment, on comprend que quand il y a vraiment quelque chose qui s'impose comme ça, là, faut... Si on veut vraiment évoluer sur ce chemin spirituel, à un moment, il faut être cohérent avec soi-même. Tout à fait. Je ne peux pas dire aux gens que j'accompagne, écoutez votre intuition, et ne pas le faire moi-même. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Donc je l'ai fait, et franchement, j'en suis très, très, très heureux. Donc qu'est-ce que je ferai demain? Je n'en sais rien. Je propose encore quelques ateliers, quelques formations, parce que c'est ma dynamique. Mais peut-être que l'univers va me dire non, non, t'es ici pour ça. Et quand je le saurai, je vous garantis que vous en serez informés. Je suis off, en vacances. Voilà. Alors, il y a Odile qui met comment joindre Christian car je ne peux pas faire l'atelier le 30 avril, jour de mon anniversaire. Alors, il faut savoir, Odile, que les ateliers, si tu veux vraiment les faire, tu peux les faire en replay. Hein. Oui, il y a voilà. le replay. Donc, il y a le replay, donc il n'y a pas d'obligation de présence. Non, à être là, bien sûr que non. Voilà, ça c'est pas un souci. Maintenant, pour joindre, peut-être qu'on peut te joindre par ton Facebook ActiveZen. Oui, ActiveZen, il y a ma chaîne YouTube ActiveZen, où là vous avez 400 audios de Tout à fait. Alors ça, c'est aussi quand même intéressant de le dire, hein, parce que tu proposes quand même sur ta chaîne beaucoup de méditations guidées. Alors moi, je sais qu'à une époque, voilà, à une époque, vraiment, je le faisais, je trouvais vraiment, même je l'ai dit en conférence, que j'ai une blessure comme ça. Certes, je vais pas aller dire en écoutant, c'est vrai qu'en écoutant ta méditation, j'ai vraiment eu un déclic, mais je veux dire, bon, c'était aussi le travail de toute une vie. Oui, hein, dans le sens, mais c'est vrai que là, il y a eu, d'un coup, j'ai perçu, à travers la méditation, j'ai perçu les choses autrement, même si sur cette blessure, la vie m'avait travaillé. Bon, je vous épargne les détails. Donc, voilà. Alors, écoutez, il y a Marie qui demande combien de personnes pour l'atelier. Ben, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait jamais. Autant que l'univers voudra bien en mettre.
Voilà, Moi, je voilà, exactement, c'est ah une oui, proposition. Après, bah, c'est oui, toujours pareil, écoutez votre intuition. Est-ce que vous sentez, voilà, c'est voilà, vous 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 sentez forcez pas, appelé, voilà. Venez si voilà, vous êtes prêts, sinon il y aura d'autres occasions, voilà. voilà, Soyez léger par rapport à ça, c'est pas un souci. voilà. Eh bien, alors je sais que par rapport je voulais lire ce qu'a mis, ouais, Jean-Pierre, j'aimais bien, il nous rappelait ce que disait Raymond Devos, j'aime bien. Raymond Devos a dit: «Rien n'est rien, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose», à méditer. Oui, quand on dit rien, c'est il a raison, c'est une abstraction mentale, parce Tout qu'on à ne peut pas fait. décrire ce rien. Il est indescriptible et Mmh, bien évidemment, ce rien n'est pas rien, sinon il y aurait pas la mmh, source. Mais on n'a pas les mots pour ça. Faut pas chercher. C'est mmh. hors de notre portée. Non et ouais et puis c'est comme, bon, les questions qu'on a pu poser sur le néant et c'est vrai, on les pose là, c'est avec notre mental. Oui, 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 Voilà. c'est Tout ça, puéril. c'est notre Nous les mental qui a enfants, envie de c'est puéril. voilà, Déjà, hein, concentrez-vous sur la source qui, elle, est bien réelle, puisque j'ai eu c'est la ça. chance de l'expérimenter, de la vivre tous les jours. La source, oui, c'est une réalité tangible. Cette conscience universelle de vie, elle est réelle, elle est tangible. Mmh, Donnez-lui le nom que vous voulez, mais elle est réelle. Et mmh, ça déjà, pouf, il y a c'est largement de quoi ça, faire. Ouh c'est là ça, là là, amusez-vous avec ça, mais c'est formidable. Voilà. tout à Laissez le fait. reste. Le reste ne nous est pas accessible, en tout cas pas en Mmh. l'état. C'est ça, puis c'est accepter aussi ça, hein, que Oui, bien sûr, c'est une preuve voilà, de sagesse, voilà. tout à fait. Alors il y a Marie qui demande: «Où s'inscrit-on?» Eh bien Marie, tu retrouveras bon là dans le chat, il y avait le lien, mais là donc la conférence va se terminer, Mmh. mais tu retrouveras le lien, sous la Sous la vidéo. vidéo, voilà. Voilà. Donc eh bien on va se quitter. En tout cas, Christian, merci beaucoup pour cette très belle conférence, très édifiante, très, structurée et profonde, je dirais. Mmh. Hem, voilà, et je vous invite donc à rejoindre Christian en atelier si vous le désirez, donc sur l'enfant intérieur et la mission de vie. Et c'était justement très intéressant dans cette conférence de comprendre justement que les deux sont liés. Voilà. Oui. Donc merci beaucoup Christian, merci à Merci à toi, Anne. vous. Gros bisous à tous les Euh, gens que je connais et gros bisous à tous les gens que je ne connais pas. Voilà, et merci à vous Mmh. pour votre présence et très belle continuation sur votre chemin, en espérant justement que toutes ces conférences, Mmh. vous apportent, les éléments nécessaires, Mmh. à votre évolution. De toute façon, on est tous embarqués dans le même bateau, hein, ça c'est ce qu'il faut Et bien oui, se c'est un dire. beau voyage, faut Voilà, faire un beau hein, voyage. donc Mmh. on est tous ensemble et justement on est là pour avancer ensemble et s'entraider. Voilà. Merci Anne, merci à toi, Merci, merci, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais. Porte-toi bien et merci. au plaisir de se revoir. À très bientôt. À très Très bientôt. belle nuit. Allez, Au ciao, revoir. ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir.